France Maghreb 2. Eh bien le bonjour chez vous, merci d'être avec nous, c'est lundi, donc début de semaine et en pleine vacances aussi pour nos amis parisiens, toulousains et montpelliérains je crois, si je ne m'abuse. En tout cas soyez les bienvenus, c'est les vacances scolaires, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances et bon courage à tous ceux aussi qui travaillent parce qu'il y en a beaucoup. Youssef Brakni est en vacances, lui ça va Youssef? Ah ouais, je suis en vacances, ça fait vraiment plaisir. Vive l'éducation nationale. Ah ouais, franchement c'est mérité. Ouais, c'est vraiment mérité. Non mais d'accord, je veux bien, mais vous êtes en vacances toutes les 7 semaines les gars. Ben oui, mais attends, on a le bac à préparer, on a plein de choses, des examens. Aussi, t'entends ça un peu? Ouais, il y en a qui ont de la chance. Ouais, t'as vu. Ouais, je suis prof à Aubert quand même. Ouais. Bon, t'as besoin de repos, c'est vrai. Youssef Brakni qui est avec nous, Hossein Arras. Comment ça va Hossein? Ça va et toi Christophe? Bonjour tout le monde. Et puis la retardataire, elle s'appelle Sabrina Artiste, mais c'est une femme, faut pas lui en vouloir, c'est comme ça. Elle se gare. Elle se gare, exactement. Elle s'égare ou elle se gare? Les deux. Elle se gare. Ça, je te laisse la responsabilité de tes propos, mon ami, tu verras. Comme toujours. Votre programme, messieurs. Alors, qui commence? Youssef, allez. Allez, je commence. Alors, mon coup de cœur, ça sera pour les petits plats palestiniens d'Orania, qui est une franco-palestinienne qui fait de la résistance dans l'assiette. J'en parlerai plus en détail. On l'aura au téléphone. Ouais. Et puis, mon avis tranché, ça sera sur les origines de l'islamophobie européenne. Donc, on va remonter loin dans l'histoire, là. Ah, très bien, très bien. D'ailleurs, parlant de ça, il y a monsieur Yasser Bati qui est parti en Turquie, là, pour présenter son rapport sur l'islamophobie 2016. Ouais. Voilà. On aura peut-être l'occasion de l'avoir d'ici cette semaine. Monsieur Ossinras, ton programme. Alors moi de mon côté, pour mon coup de cœur, on ira du côté de Marseille et de Sarcelles, puisque c'est un prof marseillais, c'est Abderrahim Bouzelmat, et il sera cette semaine à Sarcelles pour Bibliothèse. On en parlera. Parfait. Et ton avis tranché, le premier? Et pour mon premier avis tranché, je vais parler des enfants d'immigrés chinois, la nouvelle génération qui essaie de se confirmer un petit peu dans la population et de moins rester indiscrète, on va dire. Très bien. Le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure à 17h30 bien sûr. Et puis les minutes Libertad, la Myanmar pour l'éphéméride, le sport, la télé. Bref. Et puis également le zapping dans quelques minutes. Et la question du jour aujourd'hui, vous savez qu'on est à l'approche du premier tour de l'élection présidentielle. C'est dans 20 jours pile, le 23 avril prochain. Alors est-ce que vous allez voter pour un vote de conviction ou un vote en rapport avec les sondages? C'est la question qu'on vous pose. Vous pouvez y répondre d'ores et déjà sur la page Facebook France Maghreb 2. Vous êtes déjà quelques-uns à avoir répondu à cette question en nous appelant aussi au 01 40 33 9000. Mais pour l'heure, voici notre coup de cœur musical à qui on va souhaiter d'ailleurs un bon anniversaire. C'est un artiste de rap qui avait pris le risque durant les victoires de la musique de parler du cas de Moussa, vous vous en souvenez? Monsieur Nekfeu, bien sûr. Très bien. On verra. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, le Grand Forum, votre émission de liberté d'expression, la vraie, cherchez pas, il y en a pas ailleurs. Nekfeu, à l'instant, et qui on souhaite un bon anniversaire, 27 printemps pour l'ami Nekfeu. Vous êtes fan les gars? Ah oui. Ouais. Surtout depuis sa prise de position pour Moussa. Ah ouais, victoire de la musique, c'est juste exceptionnel hein. Ouais. Fermer Marine et libérer Moussa. Ouais, c'était mortel. Ah ouais. Attends, je crois que je l'ai dans le truc, non? Attends, je regarde, attends vite fait, parce que franchement c'était mortel. Hop, je regarde. Ah, je l'ai plus. Ah, on me l'a enlevé. Ah, voilà. Sabotage. C'est du sabotage, exactement. Bon, soyez les bienvenus en tout cas. Le Grand Forum. Si vous avez des nouvelles de Sabrina Artiste, vous nous dites, parce que voilà, on l'attend là en fait, pour qu'elle puisse nous rejoindre ensemble pour le Grand Forum. Peut-être vous l'avez croisé quelque part, je sais pas si vous êtes des CRS, vous l'avez arrêté. Non, libérez Sabrina, s'il vous plaît. On en a besoin, on l'attend à la radio maintenant, tout de suite. Merci d'être avec nous en direct. Monsieur Brakni est avec nous, Monsieur Ossinras aussi. Et donc, normalement, Madame Artiste dans un instant sur France Maghreb de Le Grand Forum avec un zapping, ma foi, très chargé en ce lundi, comme souvent d'ailleurs, parce que le week-end, il s'en passe des choses dans ce pays quand même. Je rappelle aussi... cette visiblement explosion, plusieurs explosions du côté de Saint-Pétersbourg en Russie, dans le métro de Saint-Pétersbourg. Il y a eu donc pour l'instant 10 morts et beaucoup de blessés. Et puis il y a une bombe aussi qui a été retrouvée qui heureusement n'a pas explosé. Donc apparemment c'est une attaque simultanée qui s'est produite donc dans le métro de Saint-Pétersbourg en Russie. On y reviendra bien sûr. Vos appels en direct au 01 40 33 9000 pour répondre aussi à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2. Est-ce que c'est un vote de conviction ou un vote en fonction des sondages que vous allez faire le 23 avril prochain à l'occasion du premier tour de la présidentielle? Vous nous répondez à cette question. N'hésitez pas, on vous lira bien sûr dans quelques instants. 16h26 sur France Maghreb 2.
C'est bon les gars, on a libéré Sabrina, on l'a retrouvée, tout va bien. Sabrina artiste, comment ça va Sabrina? Ça va et toi? Ah bah dites donc, on a eu peur hein. Mais je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire une manif et tout? Bah on était prêts Ça y est, avec sorti Youssef dans la là, rue ou tu sais pas que On avait fait Youssef les pancartes. c'est un spécialiste des manifs, donc on était prêts, on avait fait les pancartes, Ça me rassure. les banderoles, etc. On avait sorti le microphone et tout hein. Comment Ah vous allez? Tout le Ça monde va va bien? Bah écoute, sois la bienvenue. Ben merci, ça fait toujours plaisir d'être là. Et puis on a aussi notre Turc là qui est revenu récemment là, de Turquie justement. Ça va Yasser Louati? Bien, Le lundi Christophe. c'est Louati. Le Louati, le lundi c'est Louati. C'est ça. Comment ça va monsieur? Le Louati, c'est lundi. Ça va bien Yasser? Très bien et toi? Alors comment c'était en Turquie? Bien? Très bien, très bien. Bon, Ankara c'est ennuyeux, c'est une ville administrative, il n'y a rien à voir, mais ce que je suis parti faire là-bas était très intéressant. Donc présentation du rapport 2016 sur l'islamophobie. Bien sûr la délégation française qui en a pris pour son grade. Ah oui. Donc on verra les conséquences par la suite. Donc si je me fais enlever ou je suis blacklisté, j'espère qu'il y aura une manif pour moi quoi. T'inquiète, on a prévu aussi, t'inquiète pas. Il y a pas de problème. Alors Sabrina, on va parler de quoi avec toi aujourd'hui? Alors l'avis tranché, c'est débat politiquement incorrect. Ah, ça tombe Il y bien a à de la quoi veille dire d'un sur débat. tous les débats Oui. qu'on peut magnifiquement voir et c'est délecté de voir d'ailleurs. Oui, absolument, oui. Et ton coup de cœur sera une chanson. Une chanson, ouais. chanson Une douce. chanson. Chanter ma maman? Non, mais j'aurais Non. pu, tu vois, parce que c'est ce que ma mère me chantait quand j'étais petite. Mais non, là, c'est une chanson qui, avec un très très beau texte d'une toute nouvelle artiste que j'avais envie de mettre en lumière parce que le texte parle entre autres aussi un peu de la guerre. Mais j'en Ouais. dis pas plus parce que franchement, j'ai été très touchée par cette chanson. D'accord, très bien. On en reparlera tout à l'heure. Et monsieur Louati, c'est quoi votre programme alors? 4 morts à Londres, 250 à Mossoul. Très bien. Un coup de cœur? Laurent Ruquier. Ah, très bien. On va en parler dans le zapping justement. Ça tombe bien. C'est parti pour le zapping, messieurs. Et madame, bien sûr. Alors, on va commencer par donc ce zapping avec Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Benoît Hamon, Emmanuel Macron. Résumé d'un week-end de campagne et de meeting. Donc, écoutez. Jean-Luc Mélenchon porté par l'enthousiasme de ses partisans cet après-midi à Châteauroux. Porté aussi par les sondages, il le rapproche du trio de tête pour cette présidentielle. Il est vrai que depuis plusieurs jours, les horoscopes nous sont favorables. Si profonde que soit aujourd'hui l'apparente domination des maîtres du monde et des puissants de l'argent, il n'empêche, il y a nous, et alors le printemps viendra. Dans les longues files d'attente avant le meeting, ses partisans veulent y croire. Pourvu que ça continue et que ça s'amplifie surtout. J'espère qu'il va nous révolutionner un petit peu tout ça parce que vraiment, il y a du travail à faire, quoi. Presque au même moment, Marine Le Pen est à Bordeaux. La candidate y accuse ses adversaires de s'être coalisés contre elle. Elle s'appuie sur cette rencontre hier entre Emmanuel Macron et le républicain Christian Estrosi. Monsieur Estrosi à Marseille reçoit Monsieur Macron. Et pourquoi faire? Faire reculer le chômage, l'insécurité, mettre à bas le terrorisme, le communautarisme? Non! Faire battre le Front National. Même sentiment chez ses sympathisants. Macron il va chez Estrosi, alors que Estrosi il est quand même de droite, donc en fait on voit qu'ils peuvent retourner leur veste tout de suite quoi. Une rencontre commentée aussi par Benoît Hamon. Le candidat était hier sur l'île de la Réunion, en fief socialiste. Tout ça c'est pas bon. C'est pas bon parce que à la fin ça finira en imposture. On peut pas être avec Estrosi et Delanoë, avec Le Drian et Madelin, avec Tibéri et je ne sais qui encore. Dans une salle surchauffée, Benoît Hamon dénonce la malhonnêteté intellectuelle de ses concurrents. Pas tout à fait le même temps à Marseille pour le meeting d'Emmanuel Macron. L'atmosphère est pourtant survoltée dans cette salle rassemblant 6000 personnes. L'épouse du candidat d'En Marche esquisse quelques pas de danse. Voilà, en bref, donc, sur ce qui s'est passé ce week-end, et donc ces 4 candidats proposant des gros meetings. Est-ce que vous suivez, tiens, Youssef Brakni, est-ce que tu suis un peu les différents candidats, les meetings, la campagne, là, un peu ce qui se passe?
Non, moi je suis surtout à travers du coup les réseaux sociaux. Ouais. Donc du coup je ne suis que ce qui est sélectionné, ce qui est tourné en dérision. Mais du coup je suis pas du tout à la télé. Je ne suis pas les trucs, les directs sur iTélé, CNews maintenant, ou sur BFM TV. Non, franchement ça ne m'intéresse pas plus que ça. Puis je fais confiance à mon fil d'actu pour me sélectionner ce qu'il y a de mieux. D'accord. Aussi, pareil. Alors moi je regarde un peu tout, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé ou même dans la rue. Je me renseigne même quand je suis pas du même avis. Mais voilà, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est plus ciblé pour nous par rapport à nos opinions. On est plus proche des opinions de notre réseau, donc c'est bien de tirer les informations de notre réseau, quoi. Sabrina, toi qui vas parler du débat tout à l'heure, est-ce que les meetings ça t'intéresse? Tu suis un peu ce qui se passe, qui s'y dit? Alors, à l'instar de Youssef, effectivement, c'est vrai que moi aussi j'ai tendance à m'orienter un peu plus quand même sur ce qui se passe côté réseaux sociaux. Et je te cache pas que justement j'ai pu assister à 2 débats, pas jusqu'au bout parce que justement j'ai pas forcément été happée par les discours que j'ai pu entendre à la télé. Très bien. Alors, justement, parmi ces discours, hier, je vous le disais tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon était à Châteauroux. Il en a profité pour railler un peu Emmanuel Macron. Écoutez de quelle manière. Vous avez sûrement donné à vos gosses une fois à lire Cro-Blanc. Non? Ah bah quand même. Non, après moi je vais raconter que vous savez tout, qu'il n'y a que dans mon meeting que les gens savent tout. Ils ont lu Baudelaire, ils connaissent Cro-Blanc, bah oui. Bah oui, allez les chercher ailleurs, il n'y en a pas. Ailleurs, c'est pas... Ils se sont même pas rendus compte. Il y a un type, il est marrant comme gars, monsieur Macron. Non mais moi je le trouve drôle. Parce que c'est incroyable. Alors il leur cite un poème. Il l'a pas lu. C'est fou. Il leur dit, c'est pas ici, comme il est à Marseille. Il y a Ayam, alors il leur dit, c'est pas ici que je vais vous dire, on est tous nés sous la même étoile. Et bam, il passe la musique à fond, les ballons. Sauf que dans le poème, il dit le contraire. Il dit on n'est pas nés sous la même étoile. Ben oui, il faut réfléchir. Moi, je trouve ça drôle. Faut être culotté quand même pour citer un truc qu'on n'a pas lu. On sait même pas ce qu'il y a dedans. On le dit parce qu'on dit ça à faire plaisir aux gens. Les gens ils disent mais qu'est-ce qu'il raconte? Non. Moi, je vous aurais dit ça, vous mettiez tous à hurler. Vous connaissez la chanson, vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça va pas. Je sais pas, moi, si je vous disais l'international, il y en a pas, ou je sais pas, ça vous plairait pas, quoi. Ben là, les gens, ils pourraient dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez jamais écouté la chanson? Non. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui en profite pour se moquer un peu gentiment à sa manière de Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat montant du moment en ce moment. Il est fort aussi, en mode punchline et tout. Je crois qu'il a trouvé ça, en tout cas pour cette campagne-là, il a trouvé un peu sa voix. Aussi, il se régale. Oui. Mac Punchline, etc. Je sais que il y a quelques rappeurs qui se sont prononcés, notamment Rimka. Ah bon, j'ai pas entendu, mais Rimka qui a annoncé qu'il voterait Mélenchon et il l'appelle le Molière de la langue française. Ouais, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup dans les quartiers qui ont tendance à se tourner vers Mélenchon. On comprend pourquoi, comme on a dit, il a la maîtrise des punchlines, mais en plus ça a l'air d'être un peu plus de l'impro que des choses écrites et ça plaît au peuple, je pense. Oui. C'est ça, il est en total impro. Youssef. Ouais, alors en fait, ce qui est intéressant avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que d'une part, depuis le débat, il est carrément remonté en flèche, et donc évidemment, points, ça vient surtout de sa capacité effectivement à avoir le sens du clash, de la punchline, etc. C'est vrai que ça plaît beaucoup. Et puis il est au-dessus du lot, largement au-dessus quand on voit le niveau en face. Et surtout, ce qui est intéressant dans la séquence qu'on vient d'entendre, c'est que maintenant il s'attaque à Macron. Oui. Donc maintenant vraiment, je crois il pense maintenant qu'il peut arriver à être deuxième, quoi. C'est-à-dire que là, troisième, je pense que ça peut être acquis. Et donc là, dans certains sondages, il est troisième d'ailleurs devant Fillon. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était son grand objectif de la campagne. Il avait dit avant de commencer, il avait dit c'était d'être devant le PS et d'être troisième. Ouais. Maintenant, et le fait qu'il s'attaque à Macron, c'est clairement là, je vois qu'il veut se positionner en deuxième, quoi. Il espère gratter dans les 20 derniers jours qui restent là. La place du deuxième face à Jean-Marie Le Pen. Oui. C'est pareil. Oui, absolument. BFM TV hier avait choisi donc de retransmettre le meeting de Marine Le Pen plutôt que celui de Jean-Luc Mélenchon à Bordeaux, et elle les a remerciés à sa manière. Écoutez. Les médias se déchaînent pour tenter de nous atteindre de leurs flèches. Et vous connaissez leur méthode dès la fin de la diffusion de ce meeting. D'ailleurs, certaines chaînes, BFM TV sûrement, le feront commenter.
d'éditorialistes dont ils savent très bien qu'ils sont des militants de longue date contre nous, contre les électeurs patriotes. Oh, le but ne sera pas de commenter avec neutralité et déontologie, mais de dénigrer, de caricaturer, parce qu'ils ne savent faire que cela dès que j'ouvre la bouche. Sûrement auront-ils à peine écouté le discours d'ailleurs, mais plus d'un Français n'est dupe de cela. Elle arrive quand même à faire siffler la chaîne qui retransmet son meeting quand même, non? C'est pas fort les gars? Sabrina? Les gars, t'as dit. Hein. Oui, bah voilà, pardon. C'est l'expression. Non, je sais pas parler sur elle. Tu sais très bien ce que j'en pense justement. Pour moi, elle ne mérite même pas un temps de débat ou autre. Ouais. Bon, ouais, je reste positionné là-dessus. Austin. Bah on l'aide. Moi je trouve aussi que les médias ils l'aident assez. Hein. Moi je vois pas je vois pas l'offensive contre le Front National en ce moment. On dirait qu'ils sont déjà au pouvoir et dans les médias ça a pas l'air de les choquer en tout cas. On nous prépare peut-être, non? Peut-être. Hein. On nous prépare depuis plusieurs années déjà peut-être même. Youssef? Non, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement elle fait siffler la chaîne qui la retransmet, et en fait elle est un peu gênée quand même vis-à-vis de son électorat, enfin entre guillemets gênée, parce qu'en fait elle a joué pendant des années la diabolisation, en disant que les médias la snob, la boycott, etc. Or aujourd'hui elle est retransmise par toutes les chaînes. C'est-à-dire que voilà, c'est la star aujourd'hui de la campagne, et clairement tous ses meetings, tous ses déplacements sont largement couverts. Contrairement à Jean-Luc Mélenchon au début de la campagne qui était largement boycotté. Et là donc là je pense que cette sortie qu'elle a dû faire durant ce meeting, c'est que je pense que c'est en même temps il faut qu'elle retourne à ses bases quoi. C'est-à-dire que ce qui a fait son succès, c'est le fait que soi-disant elle est anti-système, qu'elle est boycottée, mais bon, quand on est la star des médias, c'est difficile quoi. C'est clair. Samedi soir dans l'émission de Ruquier, On n'est pas couché donc, accrochage entre Laurent Ruquier et Florian Philippot, qui était venu d'ailleurs pour la deuxième fois en 2 semaines là. Et on tentait une autre qui serait suivante. L'antisémitisme. Et je l'ai démontré aussi par les photos. L'antisémitisme. Et moi j'ai démontré aussi le soupçon qu'on pouvait avoir. Vous avez surtout dit que vous étiez fier contre le Front National. Pardon. Vous avez surtout dit que vous étiez fier contre le Front National. C'est vous qui l'avez dit. Je suis très heureux. J'ai dit que vous me complimentiez. Et ne coupez pas ça de grâce. Mais bien sûr, bien sûr que non, on coupera pas. Mais attendez, je vais répondre. Je vous ai dit. Donc vous êtes contre 30% à peu près de vos téléspectateurs. Je vous ai dit. Non, parce que franchement. J'imagine que s'il n'aime pas cette émission, il la regarde plus, il faudrait vraiment qu'il soit con. Alors, vraiment, pardon. J'imagine qu'ils sont déjà partis... Les insultes, non. Non, mais vous dites qu'il y a 30% des gens qui ne regarderaient pas cette émission. Enfin, je veux dire, c'est bien sûr qu'on ne plaît pas à tous les téléspectateurs. Pourquoi ils n'ont pas le droit, eux, de regarder les services publics qu'ils payent par leur redevance? Est-ce que vous, quand vous aurez vos animateurs en place, car vous regardez aussi, quand Franck de la Personne animera une émission, je suis pas certain qu'il plaira à 70% des autres téléspectateurs. Vous voyez, monsieur Ruquier, c'est intéressant ce que vous dites. Ben oui, mais... Parce que, en prenant cet exemple un peu par l'absurde, vous démontrez donc que les animateurs sont choisis en fonction d'orientation politique. J'imagine que moi, j'ai pas été choisi en fonction... Ce ne sera pas notre cas. Je n'ai pas été choisi en fonction de mes orientations politiques. Pas du tout. Bah non, enfin, monsieur Philippot, franchement... Bon. Alors allez-y, qui m'a choisi pour mes orientations? Trouvez-moi demain un journaliste qui dise je vote Front National. Je ne suis pas journaliste, moi. Je vote Front National et qui ne soit pas viré. Mais le problème, c'est qu'il y en a sûrement qui le font, mais ils n'osent pas encore le dire. Bah pour la raison que je vous dis, parce qu'ils sinon ils sont virés. Et c'est pas démocratique. Non, c'est parce que simplement, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de dire, parce que c'est encore honteux. De votre point de vue, oui, mais pas de leur point de vue, et pas du point de vue du camp aujourd'hui majoritaire, en tout cas dans premier parti de France, des Français. Oui, majoritaire des Français. Ne rêvez pas encore. Mais premier parti de France. Premier parti de France. Voilà, ça a taclé pas mal entre Ruquier et Philippot samedi soir sur le plateau de On n'est pas couché. C'est vrai que Ruquier a beaucoup de mal lorsqu'on critique même ouvertement devant lui son émission, ses choix, ses avis, il se braque tout de suite. Hein. Il a eu quoi, raison, tort là, Houssine, pour le coup? Je vais laisser Youssef répondre d'abord. Là, il veut pas se mouiller aussi, tiens. Sur le FN, il veut pas. Après, c'est vrai que ça prend une place très très importante le FN là. Mais après, du coup, là, on est encore dans le. Moi, je pense que Philippot, il a fait une bonne opération en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le coup de la diabolisation encore et toujours, et c'est ce qui marche, je pense, pour le Front National. Et là, c'est vrai que Ruquier, c'est clair que lui, il laisse aucune critique passer sur son émission. Mais en même temps, ce qui a fait le succès d'On n'est pas couché, on se souvient à l'époque, c'était justement les gros clashs, surtout avec Éric Zemmour. Ouais. C'est ça qui a fait vraiment tout le succès de On n'est pas couché, et quand les gens se mettent, voilà, quand on a appris qu'il allait avoir Philippot chez On n'est pas couché, on savait forcément que ça allait partir en clash, et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens ont regardé
Alors beaucoup de reproches sur les réseaux sociaux par rapport aux journalistes, aux chroniqueurs, de dire voilà, vous avez fait sans cesse que de clasher Philippot, mais vous n'êtes pas du tout intéressé au programme, et essayer de contredire et d'aller justement sur le fond, de contredire un petit peu ce que le Front National proposait, tout en choisissant de rester bloqué sur les affaires, sur tout ce qui entoure le mythe du Front National, quoi. Est-ce que finalement les journalistes invitent le Front National parce qu'ils sont obligés, parce qu'on est en campagne, et donc essayent de les assassiner, ou ce sont des journalistes qui font bien leur boulot, ou ce sont des journalistes qui au contraire sont dans la polémique, dans le buzz, etc. Ça contribue énormément à une alimentation médiatique. Parce qu'on sait très bien que qu'on le veuille ou non, on est quand même attiré par quelque chose qui nous plaît ou pas, en fait, tu vois. C'est-à-dire, le fait de ne pas soutenir cela va me donner envie quand même de regarder pour pouvoir contrer encore plus et aller encore plus dans le fait que ce n'est vraiment pas le parti que je vais soutenir, être encore de plus en plus outré par ce que je vais entendre. Donc d'un point de vue médiatique, en tout cas, pour ne pas décortiquer tous les médias, parce que je pense qu'ils ont tous une stratégie particulière, mais de manière générale, c'est vrai qu'effectivement, on se retrouve face à un besoin plus de faire le buzz que de se dire on va essayer d'apporter la parole à un tel et un tel, parce qu'il manque vraiment une équité totale en termes de parole dans cette campagne, on le sait très bien. Donc le fait de donner autant la parole au Front National, je pense que ça lie, ils sont obligés, voir les chiffres. Hein. Non, ils sont tout autant obligés de le donner au FN qu'à d'autres. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais là, on est en campagne depuis 2 semaines maintenant. Et d'ailleurs, chose que j'aime à rappeler, c'est que TF1, qui a organisé ce débat des 5 plus gros, c'est vrai que ça a suscité beaucoup de réactions. Tout à fait. Sauf que TF1, légalement, avait tout à fait le droit de le faire, puisque la campagne officielle démarrait le lendemain. C'est pas forcément une question de droit, Christophe. Non, mais je pense que c'est une question. Là, c'est vraiment, on est dans la subtilité. C'est parce que justement le lendemain, on rentrait dans la campagne officielle qu'on se permet la veille. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en tant que média, je vais utiliser la veille parce que légalement, j'ai pas le droit le lendemain, et donner la parole à ceux qui vont susciter beaucoup plus de buzz qu'autre chose. D'audience, bah oui, d'audience, de part de marché, bien sûr. C'est de ça dont a besoin TF1 aujourd'hui. Si t'invites, par exemple, un débat entre Philippe Poutou, François Asselineau et je ne sais qui, tu feras beaucoup moins d'audience que si tu mets sur le plateau effectivement ces 5-là. Je vais pas m'accaparer la parole, mais juste une chose, je pense. Mais tu es une femme, donc n'hésite pas. Je pense que peut-être pas, Christophe. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que si on avait la possibilité de leur donner la parole, il y aurait peut-être moins d'audience. Mais il y a peut-être des choses qui vont se démarquer, il y a peut-être des propos qui vont nous choquer, il y a peut-être aussi d'autres manières de créer le buzz. Si on met pas la lumière sur quelque chose, on peut pas le voir. Oui. Donc à partir de ce moment-là, si on entend ce que je veux dire, c'est qu'ils ont aussi des choses à dire, qu'on soit d'accord ou pas. Bien sûr, pas dit le contraire. Non, mais on s'est arrêté juste en fait à leur programme, alors qu'il y aurait peut-être eu aussi des gaffes, il y aurait peut-être eu aussi des choses très pertinentes. Je veux dire, si on leur donne pas la parole tout autant que les autres, on peut pas s'arrêter réellement sur ce qu'est et le personnage et ce qu'il représente et ce qu'il soutient. Non. Donc forcément en termes d'audience, on peut pas l'avoir, puisque on ne s'arrête pas sur le fait de se dire on va donner la parole à tout le monde, même si ce sont les moins bankable en fait. En tout cas, Paris gagné pour TF1 qui a fait plus de 9 millions de téléspectateurs, c'était vraiment. Si je peux donner mon avis, Christophe, faut savoir que Philippot depuis des années a pris un appartement près des chaînes de télé et que lorsque les programmateurs ont besoin d'un intervenant, surtout avec l'émergence des chaînes de télé comme iTélé et BFM qui diffusent du direct, c'est News maintenant. Faut se mettre à la page aussi. Diffuse en direct. Je t'avais dit mon problème de télé, je l'ai toujours. C'est News, c'est iTélé. C'est plus iTélé, c'est CNews. Donc comme eux ils fonctionnent sur le tout de suite, l'info fraîche, etc. Donc Philippot il a sauté sur l'occasion, il habite très proche de ces chaînes-là, donc ce qui lui permet d'avoir une meilleure audience. Ouais. Et pour terminer par rapport à ce que disait Sabrina. Oui, c'est ça, voilà. En fait, ces chaînes de télé, elles fonctionnent simplement comme une société. Et quand on sait la part d'électeurs de ces partis politiques, on a envie de s'accaparer ces électeurs comme une part de marché, comme une part d'audience pour la chaîne. Et c'est obligé. Si France Maghreb sait que telle part nous écoute, France Maghreb 2, à partir de là, ils vont s'intéresser plus à cette communauté aussi. C'est quelque chose dans le privé qui fonctionne normalement. Si t'as des clients, t'es obligé de les renforcer. Et c'est encore plus juste pour TF1, des chaînes comme TF1. Bien sûr. Et ce qui est encore pas normal, c'est pour les autres chaînes qui favorisent quand même la droite et l'extrême droite, alors que normalement ils sont de mentalité plus gauche. Et chaîne publique quand même, avec des guillemets. Et chaîne publique. Demain débat à 11, ce qui va pas être la même chose. Vous allez regarder? Oui.
Oui. Nope. Non. J'attendrai sur les réseaux sociaux. Moi, je vais regarder pour France Maghreb 2 la semaine prochaine. Sinon, je vais être à l'ouest encore. Préparer des chroniques. Sinon, je vais être à l'ouest encore, comme d'habitude. 1 sur 4 qui fait bien son boulot. C'est écouter le lendemain France Maghreb 2 et tu mais j'ai envie de faire mon propre avis, moi on va aussi. pas en parler des masses. Mais c'est ton droit. On va être à Dijon mercredi, donc on va peut-être parler plus de Dijon que de débat, je pense. Ouais. Mais oui, on va en reparler, bien entendu. Mais débat 11, ça va être un gros... ça va être ennuyeux, je pense. Mais bon, on va voir. En tout cas, on va découvrir un petit peu ces petits candidats. Le débat, certes, c'est un aspect nouveau dans cette campagne présidentielle. Vous savez ça se faisait pas avant, le type de débat. Et c'est un côté très très chaud à l'américaine aussi. Oui, c'est ça. Et puis c'est surtout à la suite des primaires socialistes et LR, ils ont organisé ces débats. Ils ont vu que ça marchait bien, donc ils se sont dit tiens, on va le faire. Bonne idée. Et ça marche pour certains candidats puisque visiblement les Français ne lisent pas les programmes. Ça, c'est pas nouveau. Et se réfèrent plutôt à une personnalité. Et la personnalité qui a su se démarquer lors du premier débat, c'est Jean-Luc Mélenchon, et qui en profite à grands pas, et qui a effectivement gagné plus de 5 points depuis le débat, et qui maintenant en meeting remplit des salles complètes. Hier encore 6000 personnes à Châteauroux. C'est quasiment un jour sur deux, et on semble et Jean-Luc Mélenchon a cet avantage aussi d'avoir préparé sa campagne depuis plus d'1 an sur les réseaux sociaux justement. Mais Youssef, Ossine, Sabrina, Yasser, vous qui utilisez beaucoup les réseaux sociaux, Mélenchon y est depuis 1 an. Il prépare, il a fait le terrain, quoi. En fait, de ce que j'ai pu lire sur sa stratégie, donc il y a cette fameuse femme Sophia, je sais plus comment elle s'appelle, qui est la directrice de campagne, et qui du coup est partie voir comment Bernie Sanders aux États-Unis, démocrate, là, le candidat démocrate, qui aurait dû battre Hillary Clinton, et qui du coup en fait utilisait beaucoup les réseaux sociaux, utilisait beaucoup, du coup il a dû faire face à Hillary Clinton, elle a accès à tous les médias, c'est tout le réseau des Clinton, etc. Donc lui il a beaucoup privilégié du coup les réseaux sociaux pour compenser ce manque médiatique, et du coup elle a beaucoup pris de là-bas. Et il faut aussi savoir que moi je trouve que la campagne de Mélenchon, même si idéologiquement c'est pas pareil, je trouve qu'elle ressemble à celle de Trump aussi. Parce que Trump, en fait, il a énormément misé sur les réseaux sociaux, notamment via Facebook, où en fait, il a fait une campagne. Twitter aussi, Il tweet beaucoup, Trump, encore. Oui, mais en fait, Facebook te permet de faire des campagnes spécialisées. Je sais pas si vous savez, on sponsorise certaines campagnes, et en fait, on peut mettre plusieurs critères. Ouais. Et lui, il a bien maîtrisé ça. En fait, il a même pris plusieurs critères: l'âge, le lieu où les gens vivaient, leur race, leur religion, etc. Et en fait, il a pu faire un discours personnalisé pour chaque type d'électorat. Et c'est une des raisons qui explique aussi son grand succès, c'est sa maîtrise parfaite des réseaux sociaux. Et je trouve que Mélenchon, c'est clairement ça pour moi. C'est ce qui fait qu'il remplit des salles, et en fait, il les remplissait avant déjà. Il fait une super campagne avant le show qu'il a fait là à la télévision, enfin sur TF1. Allez, dans un instant, on va passer aux avis tranchés, mais avant les avis tranchés, j'aimerais qu'on parle avec Sabrina d'un livre. Tiens à cœur, ma chère Sabrina. Effectivement. On en reparlera dans un instant, bien sûr. Et puis les avis tranchés, Youssef, Sabrina, pardon, je vais le refaire de manière plus gagnante. Sabrina, Youssef, Yasser et Ossine. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum avec Sabrina Artiste qui est avec nous, avec Youssef Brakni, avec aussi Ossine Ras et Yasser Louati. Il y a du monde pour un lundi, c'est très bien, c'est parfait pour bien démarrer la semaine, en rappelant aux auditeurs auditrices qu'on sera chez vous du côté de Dijon ce mercredi, donc pour en direct du café restaurant Trinidad, pour une émission avec, on aura plein d'invités, un plateau très fourni aussi, histoire de découvrir un petit peu cette diversité du côté de Dijon, et surtout de partir à la rencontre de nos auditeurs, bien sûr, qui nous écoutent sur le 106.1 à 105.1 je crois plutôt, à Dijon, voilà, il y en a tellement, je sais plus. Donc Sabrina, Vivre l'épreuve. Yes. C'est un livre que tu as coécrit. Tout à fait. Et tu souhaitais donc nous en parler. Le livre est sorti ? Le livre est sorti, oui, le livre est sorti depuis un moment. Coécrit avec qui ? Une vingtaine d'auteurs. Ah oui. Voilà. En fait, c'est publié justement, ça s'appelle Le Cercle des auteurs. Et donc voilà, on a été réunis autour d'un thème, comme son nom l'indique, sur l'épreuve. Et c'est vrai que ça va faire quand même maintenant plusieurs mois qu'il est sorti. On a rencontré aussi, on a fait quelques rencontres littéraires, on a rencontré notre public, et c'est vrai qu'effectivement, ce qui est intéressant à travers ce livre, c'est que il y a différentes plumes, novices ou pas, et on a été interrogé en fait sur ce que représentait pour nous l'épreuve. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que ce que l'on retrouve dans le livre à travers les différentes plumes, c'est différentes identités
Et on est très loin en fait d'une définition académique de ce qu'est l'épreuve. Donc il y a des gens qui vont partager leur vécu, puis t'as d'autres personnes qui vont partager. Tu vois, il y a un côté un peu très artistique. On n'est pas dans le drama. Et toute la pluralité de ces plumes a apporté quelque chose de très profond à ce livre. Et voilà, il y a un projet en cours sur un prochain thème qui s'appellera Vivre l'amour. Donc on a déjà écrit dessus, donc je pense qu'il est en cours de correction. Et juste pour conclure sur ce livre, le 21 avril justement à Lille, il y a une conférence de Tariq Ramadan justement qui nous a demandé d'emprunter le titre de notre livre qui s'appellera Vivre l'épreuve, où voilà, je suis invitée avec un autre auteur à intervenir justement sur ce livre. Et puis il y aura, on l'avait reçu ici sur France Maghreb 2, Hanan Chari aussi, oui, pour son livre Ma mère patrie, et Sofiane Brahimi. Très voilà. Bien. Donc du Beau Monde, ça se passera le 21 avril à Lille. Lille. Et le livre, on peut l'acheter donc chez tous les bons libraires. Sur Amazon principalement parce que c'est un des libraires les plus accessibles. Ah voilà. Oui. Bah, quand t'es dans l'auto-édition, oui. Ouais. Il n'est pas à la Fnac. Non, il n'est pas encore à la Fnac. Bon, Vivre on attend l'épreuve. que la Fnac nous demande de le... Ça dépendra des ventes. Voilà. Non mais ça va pour l'instant, mais c'est vrai que... allez-y les auditeurs de France Maghreb 2 là. Il n'y a pas Maïssa là-dedans? Si, bah, si j'y suis. Bah alors, il y a Maïssa Leroy aussi, deux chroniqueuses du LGF. C'est Khalid Mosaïd en fait, du Silence des Mosquées qui nous a réunis autour de ce projet. Oui, très bien. Voilà, Maïssa Leroy, Sabrina Artiste, des gens que vous connaissez, des chroniqueuses donc du LGF qui ont coécrit ce livre Vivre l'épreuve. Youssef, faut acheter mon vieux. Ouais, bien sûr, bah on fera ça direct. Aussi, toi qui aimes justement parler. La date exacte de sortie. Alors il est déjà sorti, ça fait plusieurs mois qu'il est sorti. On vient de le dire, mais je vois qu'il écoute bien. Voilà. Non mais franchement, elle a dit pour Bibliothèque, elle a dit que non, j'expliquais en fait que donc la vie d'Ossine, tout le monde s'en fout. Non mais je rectifie quand même pour que tout le monde entende, c'est que non, hors antenne, j'expliquais que ça faisait longtemps que je voulais en parler ici, parce que mon livre à moi va sortir. Et du coup, mon livre tout seul, qui s'appellera Pensées et poèmes d'une artiste. Voilà, donc j'ai bien entendu qu'il y avait. Voilà, c'est deux choses distinctes. Genre, il se rattrape pas d'accord. Tu parlais de ce livre-là. Voilà. Osline, ça te parle ça? Alors Vivre l'épreuve, on me l'a proposé depuis un petit moment pour Bibliothèque. Oui. Et justement, Moussaïd que j'aime beaucoup, j'ai appris à connaître depuis pas longtemps. Et oui, il est déjà disponible puisque plusieurs l'ont et je vais me mettre à le lire d'ailleurs. Il a eu des bons échos. Et j'ai eu que des bons échos moi aussi. Et oui, avec plaisir pour un prochain Bibliothèque. Ça va être dur d'inviter 20 auteurs en même temps. Bah alors, de toute façon, on va faire un concours. Non, mais ils viennent de toute la France. Donc même nous, on a déjà beaucoup de mal à se réunir. Ouais. Mais tu vois, c'est l'avantage aussi des réseaux sociaux et d'internet, c'est que par le biais justement des réseaux sociaux, on s'est retrouvé à pouvoir contribuer à un livre alors qu'on vient tous un peu d'univers différents, de régions différentes. Et puis le cercle des auteurs, c'est un cercle qui s'agrandit beaucoup. Maintenant, on a des personnes qui viennent de l'étranger aussi, francophones bien évidemment. Et les prochains promettent aussi d'être très très riches et intéressants. J'en doute pas. T'invites Maïssa Leroy, Sabrina Artiste, c'est bon. Ouais, je pense aussi. T'inquiète. On va se la faire à la France Maghreb. Voilà, exactement, monsieur. Bien ça, bon, allez, on va passer aux avis tranchés. Et comme le veut la tradition dans cette émission, Youssef. Oui. Tu sais, quand c'est le premier avis tranché de chroniqueur, c'est lui qui va se jeter dans la fosse au lion. C'est moi, ça. Là, exactement. C'est qui commence? C'est Ossine. Oh là là. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Eh ouais, c'est le bisoutage, mon ami Ossine Rass. J'espère que ça va aller, j'espère que ça vous plaira. Eh bien, on t'écoute. Alors aujourd'hui, mon avis tranché concerne les enfants d'immigrés chinois. En particulier, certains d'entre eux rencontrés lors des derniers rassemblements en hommage à Liu Xiaoyou, ce père de famille tué devant ses enfants par la police dans des circonstances douteuses la semaine passée. Cette génération, majoritairement cadre, née en France dans des familles discrètes, souvent de classe moyenne ou modeste, et qui d'habitude passe inaperçue, ne serait-elle pas un tournant identitaire ? En effet, j'ai été agréablement surpris en discutant avec certains de ces jeunes qui m'expliquaient qu'ils ne partageaient pas forcément la même vision politique ni la même manière de vivre la France que leurs parents. Ils reprochent à ces derniers de n'avoir jamais voulu faire de bruit lorsqu'on les attaque, alors que eux veulent s'affirmer et crier haut et fort leur mécontentement. Ils leur reprochent aussi de plutôt jouer la carte sécuritaire en votant trop à droite souvent ou même à l'extrême droite parfois.
pensant que les plus riches de la communauté ont raison de les conseiller ainsi. Ces parents qui ne parlent trop peu le français pour se croire capables de lutter. Surtout contre un racisme banalisé envers leur communauté et qui a trop duré selon les plus jeunes. Car depuis l'arrivée des premiers migrants, via les boat people, à ceux arrivés récemment et qui ouvrent leurs petits commerces familiaux dans les rues franciliennes, sans oublier ces 300 000 Chinois arrivés depuis les années 80 et qui ont donné naissance à ces familles dont la plupart de ces jeunes sont issus et qui nous côtoient sur nos paliers, sur nos bancs d'école et dans nos vies. Parmi eux, rares sont ceux qui n'ont pas subi une moquerie ou une allusion due à leur origine durant leur existence en France. Ce fut très facile pour moi de faire le parallèle avec d'autres communautés, la mienne en particulier. Nous aussi, la plupart de nos parents ont trop rarement affronté le pouvoir, baissant la tête face à certaines injustices et acceptant parfois tout et n'importe quoi de la part du néocolon, afin de vivre discrètement dans ce pays qui, pour certains de nos aînés, n'est toujours pas le nôtre. Et nous aussi, nous essayons de lutter et de nous affirmer pendant que certains des plus riches de la communauté ne pensent qu'à sécuriser leur bien-être. Et nous aussi, nous subissons ces racismes. Et nous aussi, nous sommes confrontés à cette diabolisation médiatique lorsque nous faisons trop de bruit. Pour eux, c'est la mafia chinoise et pour nous, c'est les frères musulmans. Alors, sans vouloir prendre la parole à leur place, je pense que oui. Cette nouvelle génération est à un tournant de son identité. Alors est-ce que eux aussi auront droit à leur robsiste ou bien auront-ils la chance de voir immerger de leur lutte des Tarek Kautari et des Fatima Damiche ainsi que tous ceux qui agissent dans l'ombre pour défendre les quartiers populaires? Seul l'avenir nous le dira. Merci. Merci Houssine. Pas mal pour un premier avis tranché. Ouais. Hein? Ouais, ça va. C'est quoi, je connais quelqu'un qui a une association qui s'appelle Bibliothèse. Je pense que tu faire un truc assez sympa. On m'en a parlé, c'est pas loin de chez moi en plus. On va dire du bien d'ailleurs. Merci beaucoup. Bon alors, super. Youssef, qu'est-ce que t'as à dire? Bah super, nickel. Surtout la petite dédicace à Tarek Kautari et surtout Fatiha Damiche. Damiche, excusez-moi, désolé pour c'était le stress, j'ai dit Fatiha, désolé. Ouais, c'est Fatiha Damiche qui était une très grande militante contre les violences policières et contre la double peine. Donc j'ai apprécié cet hommage. Après, comme tu le sais, toujours un petit bémol, si tu me permets aussi, c'est juste que sur l'image de nos anciens, de nos parents qui étaient discrets, etc. Bon, faut quand même relativiser puisque j'ai fait une chronique sur le mouvement des travailleurs arabes il y a quelques semaines où en fait dans les années 70 nos parents ils étaient vraiment c'était des guerriers et ils ont fait des choses extraordinaires dans un contexte beaucoup plus hostile que le nôtre aujourd'hui contre les violences policières, contre les crimes racistes qui étaient très très importants à l'époque. Il y avait des ratonnades dans les rues de Marseille en 73 pour les grèves ouvrières, pour les acquis sociaux, enfin bref, et surtout la Palestine. Et bien sûr, et ce que vient de dire Youssef, je le pense aussi. Ouais, c'était très très rapide à écrire, etc. Et j'ai voulu rentrer dans une généralité, c'est pour ça que j'ai bien précisé certains de nos parents, plus ceux qui ont été malheureusement emportés par les difficultés de la vie, comme leur travail dans le monde ouvrier, les échecs scolaires de leurs enfants, etc. et qui n'ont pas eu le temps de lutter justement. Mais bien sûr, on a eu la chance d'avoir des aînés, et c'est surtout d'eux que je parle dans la première génération qui sont levés, comme les premiers Chinois hier, les jeunes générations qui commencent à se confronter à la vie des plus riches de leur communauté et à leurs aînés qui sont totalement à l'inverse de leur avis. Ils veulent s'associer avec des partis politiques, ils sont pas trop contre une certaine récupération si ça peut aider leur communauté, alors que les plus jeunes non, ils veulent vraiment s'affronter et s'affirmer dans leurs décisions. Sabrina, ton regard, toi qui as l'habitude de faire les avis tranchés maintenant, qui est une experte en la matière. Trop d'honneur. J'ai apprécié quoi, trop d'honneur sur la vérité. Ce clin d'œil en fait à ce qui s'est passé à cette communauté, la communauté asiatique qui effectivement vient de subir quelque chose de tragique et qui s'est soulevé en fait comme il le fallait et qui a besoin aussi que toutes les autres communautés puissent justement participer en fait à cet hommage, à ce soulèvement. Et c'est dommage parce que j'ai plus le nom en tête, mais j'ai vu une superbe vidéo, je sais pas si vous l'avez vu sur Facebook tournée justement concernant la communauté asiatique où en gros il parle un peu de tous les stigmates. Tu l'as vu? Oui, sur les préjugés par rapport aux Chinois. Oui, je me souviens plus du nom de faudrait qu'on la retrouve et qu'on la poste sur la page Facebook de France Maghreb 2. Ouais. Avec Frédéric Chaud et c'était avant en fait avant ce drame et je me dis que c'est la triste opportunité qui permet aussi de
comment dire, de se rappeler aussi que il n'y a pas que je mets des guillemets les Noirs et les Arabes aussi qui subissent vraiment beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de rassemblements d'ailleurs depuis ce qui s'est passé, et notamment hier qui a un petit peu dégénéré d'ailleurs du côté de la place de la République. Vous avez suivi? Ouais, on y était. Ouais. Enfin, j'y étais. Oui, j'y étais. C'est vrai que ça a chauffé, non? Oui, ça a chauffé un petit peu, mais faut garder en tête le rassemblement. Il était multiculturel. Il y a beaucoup de gens qui se sont rassemblés autour de cette cause. Et moi, j'en garderai vraiment la scission entre l'ancienne et la nouvelle génération dans la façon de penser, parce que c'est quelque chose qui a été très répété. J'ai vu aussi un journaliste de Libération et une autre du journal indépendant Reporter qui sont sur le même thème que je viens d'utiliser. On a tous été vraiment frappés par la divergence d'opinion de la nouvelle génération chinoise, hein, vraiment. Ouais. Youssef, Yasser, Sabrina, à quel tour? Sabrina. Ok, moi j'aime bien. Allez, on y va. Sabrina Artis pour son avis tranché. On va parler de débat. on va parler de débat. Je regarde juste si tout est prêt, le texte. J'ai un texte en 2 en fait. Ah, en 2? Et c'est parti. Débat politiquement incorrect. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? L'homme accusé et accusateur de traîtrise. Certains ont une telle emprise, ont une telle maîtrise d'alimenter la peur. Ces laboureurs de crise ont rendu stérile la terre de confiance, fertile de condescendance. Ces hommes à consonance vomitive m'épuisent. De mes mots fleuris, je leur offre mes plus fanés. Et je me ferai un plaisir de tailler un costard à certains tocards, histoire d'être dans l'air du temps. Mais je ne leur parlerai pas un langage fictif, même si beaucoup d'entre nous sommes piqués à vif face au débat politiquement incorrect. En réalité, la prose, les jeux de mots et la rime sonnent tous faux face à ces maîtres dans l'art de manier la langue d'Ésope. Alors stop, et parlons à cœur ouvert face à ces cœurs fermés. Ce qui me dérange le plus lors de ces débats, c'est qu'ils ressemblent sensiblement à une arène où saignent nos valeurs républicaines. On a juste changé d'époque, mais en réalité, rien n'a changé. Des combats de gladiateurs devant un public admiratif en soif de sang, à un détail près. Les gladiateurs contemporains ont musclé leur portefeuille pour certains et aiguisé leur langue porteur d'armes tacites pour d'autres. Et le public se régale avec dégoût de ces battles. Pourquoi les vrais sujets sociétaux ne sont pas abordés ? Pourquoi les vraies problématiques ne sont pas définitivement réfléchies de telle sorte à être résolues ? Pourquoi est-ce que la réponse reste la même, des projets de loi visant à amplifier et légitimer des taxes ? Pourquoi le pays est divisé entre un peuple ignoré dans ses requêtes et un gouvernement qui se déchire ? Aujourd'hui, les débats politiques ressemblent à des règlements de compte au pays des contes de fées, les loups sont rois. Les débats politiques servent-ils à cela ? Non. Ils doivent avant tout nous servir et servir à réfléchir sur certaines problématiques et les ambitions réalisables. Mais dites-moi, un politique, ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de se dévouer à une cause qui est celle de son pays, sa ville et ses concitoyens ? Une personne qui a décidé de par son exemplarité citoyenne et ses actions à la recherche de solutions constantes pour élever son pays vers un meilleur lendemain ? Je l'ai toujours dit et je le répéterai encore et encore. La vraie politique pour moi, c'est celle qui œuvre chaque jour localement. La vraie politique, c'est celle qui solutionne au quotidien via des élus locaux tout autant que des associations fédératrices et novatrices. C'est en elle qu'il faut miser afin de lui donner du poids et du pouvoir afin d'accéder à un statut suffisamment conséquent pour défendre la cause du peuple, fût-il riche, pauvre ou avec ou sans papier. En France, il y a 2 pays et la frontière se trouve entre le peuple et le gouvernement. Dans leur pays, beaucoup d'autorités politiques fantasment pendant que d'autres en situation précaire souffrent. Certains profitent de cela pour appeler le peuple à se soulever, tandis que d'autres sautent sur l'occasion pour l'affaiblir encore plus via des restrictions ou des lois contraires aux valeurs qui ont été portées par des grands hommes auparavant. Le vieux continent est devenu sénile, me semble-t-il. On impose des lois et le peuple dispose. On crée la peur de toutes pièces et la rapièce sur des torchons médiatiques au profit d'un gouvernement en soif de pouvoir. Le but d'un politique, ce n'est pas d'atteindre l'Élysée. Normalement, son but, c'est de vivre et de côtoyer quotidiennement le peuple. Je suis lasse de voter par défaut depuis tant d'années. Lassée de voter contre, je veux voter pour. J'ai ce souvenir gamine de ce pourcentage médiocre que faisait le FN et ce rire que mon défunt père faisait face à ses scores. Papa, tu y crois, toi ? Heureusement que tu n'es plus là pour voir cela. Regarde où nous en sommes aujourd'hui. Je n'ai pas à justifier constamment de ma nationalité, de mon éducation et engagement civique parce que issu de parents immigrés. Je n'ai pas à justifier constamment de ma citoyenneté parce que je suis musulmane. Je suis française. Point. Et cela signifie que j'ai tout autant le pouvoir de changer les choses. Plus difficilement certes ou pas.
Mais je ne dois jamais oublier que personne ne peut m'enlever le pouvoir que j'ai dans les urnes. Et les urnes, ce ne sont pas que lors des présidentielles, car en réalité, c'est beaucoup trop tard d'attendre les présidentielles pour voter. Votez localement. Et loin du débat pour ou contre le vote. Même toi, là, qui ne veux pas voter, tu peux changer les choses. Tous les jours, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton département. C'est ça pour moi la politique. Ne pas attendre uniquement après les politiques et continuer de montrer par différents biais que nous existons et que nous ne sommes pas uniquement un public face à un spectacle de gladiateurs. Pendant que certains appellent au vote, pendant que d'autres appellent à ne pas voter, il y en a qui appellent à fédérer. Car oui, l'heure est à la fraternité et l'égalité. Que la paix l'emporte. Sabrina Artiste, Hossein. Bravo. Il y a du niveau, hein. T'as vu, il y a de la diff, hein. Mais t'inquiète pas, laisse-moi quelques semaines, je vais arriver. Ça va, je t'ai rien dit, c'est bon. Non, mais j'ai compris, t'inquiète, t'as rien dit, mais t'en pensais pas moins. Le but, c'est de transmettre un message, peu importe le vecteur. Bien sûr. Clair, exact. Mais... tu continues en plus, bravo. non, mais très bien. En tout cas, Sabrina Artiste, Youssef. Ouais, moi j'ai c'est la première fois que tu écoutes un avis tranché de Sabrina Artiste. Non. Ma première émission, c'était avec Sabrina Yasser, un lundi déjà. Oui, exact. D'accord. Ah oui, bon. Tu vois, j'avais oublié. Tu t'en souviens pas, mais moi j'ai pas oublié. Bon, t'as vu, au top, hein, toujours. Bon. Après, le but, c'est pas d'exceller ou d'être dans une compétition. Ça va, laisse-toi complimenter quand même. Non, ça fait toujours plaisir, mais, bon, mais tu sais, le plus beau des compliments pour moi, c'est de me dire que le message, il est transmis et qu'il y ait une réflexion réelle, tu vois, et qu'on puisse fédérer à travers ces chroniques, justement, tu vois, à travers ces émissions quotidiennes, qu'on puisse susciter vraiment la réflexion et l'introspection. Là, pour moi, ouais, c'est gagné si j'entends ça. Donc c'est gagné. C'est gagné collectif. T'as gagné avec moi aussi, t'as gagné, c'est clair. Voilà. Alors, on y va. Monsieur Yasser Louati, il est très très silencieux aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce qu'il a, mais. Mais il a pas de micro surtout. Je sais pas ce qu'il a pas. Il doit le partager avec aussi normalement, mais aussi c'est un crevard. Ouais. Partage, frère. Non, mais je suis en soutien aujourd'hui. Je suis très collectif. C'est bien. Bon. C'est le cas de le dire. Je pense que Yasser veut comme d'habitude passer le dernier. Écoute, pour une fois, j'ai fini ma chronique avant d'arriver. Ah, et bien pour une fois, on va t'écouter avant l'avant-dernier. Donc, on va passer à l'avis tranché de notre ami Yasser Louati, qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis tout à l'heure. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Yasser Louati pour son avis tranché en ce 3 avril. 4 morts à Londres, c'est tragique et personne ne mérite de mourir de la sorte. Les hommages aux victimes se sont légitimement exprimés, la tour Eiffel a été éteinte, les drapeaux ont été mis en berne et la solidarité s'est exprimée à travers le monde pour ces 4 victimes. Au même moment, beaucoup auraient aimé voir autant de révulsion, de tristesse, de solidarité et d'hommage aux victimes lorsque, le 23 mars dernier, 230 victimes ont été massacrées par un bombardement américain à Mossoul. Lorsque le même jour, 30 civils ont été massacrés par un autre bombardement de la coalition menée par les États-Unis. Ou lorsqu'une semaine auparavant, le 16 mars, 42 civils ont été massacrés par le bombardement d'une mosquée par l'armée américaine à l'heure de la prière. On aurait aimé voir autant de révulsions pour les 8 femmes et ces 7 gamins assassinés au Yémen par un commando de l'armée américaine. Mais quelle est cette tradition occidentale de tuer les civils par millions et à les réduire à de simples statistiques sans conséquences? Pour le démographe américain Beth Dapont, rien que la première guerre du Golfe a causé la mort de pas moins de 200 000 civils irakiens. Selon le centre de recherche PSR basé à Washington, la guerre contre le terrorisme a déjà fait près de 2 millions de morts, sans compter l'invasion de 2003. Au Pakistan et en Afghanistan, la coalition occidentale a déjà fait plus de 150 000 victimes parmi les civils et comme toujours, personne ne s'est levé pour s'indigner. Quant à nous, ici en France, j'aurais aimé qu'on se révolte après que notre armée ait bombardé la ville de Manbij en Syrie et fait 120 morts parmi les civils. Nous avons une responsabilité personnelle et collective. On ne peut pas rester silencieux sur les bombardements payés par nos impôts en laissant faire les sociopathes, les criminels, les psychopathes qui massacrent l'entre nous, puis viennent défiler la main sur le cœur devant nos morts, lorsque les bombes que nous exportons nous reviennent sous forme d'attentats. Tant que nous refuserons de prendre nos responsabilités, les hommages aux victimes ne sont que mascarades et les larmes de crocodile versées ne sont que mises en scène. J'ai même lu que le ministre le plus populaire sous François Hollande serait Jean-Yves Le Drian. Quelle ironie! On porte donc au nu celui qui bombarde et vend des bombardiers aux pires dictatures. Le terrorisme a vraiment de beaux jours devant lui. Un attentat à Londres ou à Paris n'est pas plus tragique qu'un bombardement à Mossoul. Et si un président peut se permettre de bombarder des civils en notre nom, c'est parce que personne ne l'a encore empêché.
Qu'est-ce qui différencie les civils tués par un bombardement et ceux tués par une bombe dans un lieu public en Europe ou aux États-Unis? Quant à l'utilisation du terme dommages collatéraux, qu'est-ce qui différencie les dommages collatéraux provoqués par un bombardement occidental ou une bombe ici en Occident? Merci. Merci, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Hein. Vraiment. J'ai une question justement. C'est complètement. Il y a tellement de pertinence dans ce que tu dis, mais comment les empêcher? Si tu dis on ne peut pas empêcher un politique en fait J'aimerais bien reprendre ta phrase exacte si ça te dérange pas, parce que il y a allô, la question, tu parles des bombes justement et des politiques. En fait, on ne peut pas rester silencieux sur les bombardements payés par nos impôts en laissant les sociopathes. Et lorsque les bombes que nous exportons reviennent sous forme d'attentats. En fait, à un moment donné, tu dis qu'on peut pas empêcher en fait un politique de. Si on peut l'empêcher, c'est que personne. Le problème, c'est que déjà. C'est la question. C'est que j'avais déjà fait une chronique sur le besoin d'avoir un véritable front anti-guerre en France. C'est parce qu'on voit bien que la guerre, en fait, elle justifie tout. Les politiques étrangères impérialistes, le racisme ici en France et à l'étranger, le commerce des armes, le fait que le seul vecteur de politique étrangère, c'est en fait dominer d'autres populations. Le problème, c'est que quand on bombarde, plus personne ne s'offusque. On n'a pas des manifestations de masse pour dire ça suffit. Personne ne demande des comptes sur comment est-ce que nous guerres toutes ces campagnes de bombardement. Il y a quand même eu des manifestations, si je peux me permettre. En 2003, il y a longtemps. Et du coup, d'après toi, qu'est-ce que tu trouves qu'elles ont pu apporter ces manifestations en 2003 justement? Elles ont pas. Non, mais de toute façon, la France en 2003 n'a pas participé. Ouais. Sauf que depuis que Sarkozy a aligné la politique étrangère française sur celle des Américains, on fait semblant qu'on s'étonne. Maintenant, on est aussi ciblé que les Américains. Donc, il y a un moment, il faut se poser la question. On fait des choix de politique étrangère et ce qu'on exporte sous forme de missiles reviennent sous forme de bombes, et on pose jamais la question. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à être ciblé? Il y a un moment, on peut pas se dire pourquoi est-ce qu'ils nous détestent alors qu'on les tue par centaines tous les jours. C'est vrai, ce qui s'est passé en novembre 2015 a été un carnage. On a tous été affectés. Mais il y a, comme disait Omar Slaughti à la réunion en décembre 2015, il y a un Bataclan qui meurt tous les jours en Syrie et personne ne s'en offusque. Mais alors du coup, est-ce qu'il faudrait pas trouver la possibilité de fédérer et le peuple qui souffre là-bas et le peuple, tu vois, par exemple, nous ici, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, t'es d'accord? Oui. Et comme il a assez bien dit, il y a un Bataclan qui partout en fait, et tout le temps, tous les jours, et pas uniquement en France. Quand on se retrouve à voir, je sais pas, pour citer ne serait-ce que la Syrie par exemple, on sait très bien qu'il y a un conflit qui est très particulier, on s'y oppose, d'accord? Et ceci étant, on va se retrouver quand même avec des attentats ici qui sont la seule réponse, on va dire ça comme ça, qui n'est pas la bonne bien évidemment, par le biais de certaines personnes qui se légitiment, tu vois, et qui se disent voilà, ça c'est ce qu'on a envie de dire parce que nous dans notre pays il y a ceci, il y a cela, ok? Est-ce que le fait de manifester, de se soulever, ça peut être une bonne idée, mais peut-être, je m'interroge en fait, je me dis, puisque là, ce que tu es en train de dire, et c'est pertinent, se dire que c'est au peuple en fait de faire quelque chose, parce que si on va pas jusqu'au bout, si on manifeste pas, c'est bien ce que tu dis, à un moment donné, les politiques continuent, on est bien d'accord. Ouais. Et moi je m'interroge, je me dis, est-ce qu'en termes de peuple, ce serait peut-être possible de trouver une manière de fédérer deux peuples différents de certains pays en fait, tu vois. D'abord, j'entends pas un printemps arabe ou autre, mais quelque chose qui. Ça c'est la étape numéro 2. Déjà qu'on fédère les personnes ou les différentes forces de la société civile qui sont contre la guerre. Est-ce que la guerre apparaît par exemple dans le débat présidentiel? Elle est nulle part. Est-ce qu'on a vu des manifestations de masse sur ce qui se passe en Syrie? Non. Sur le génocide qui se passe au Yémen, pardon. Au Yémen, l'Arabie Saoudite est en train de mener un génocide avec des bombes françaises. Le problème est là, je veux dire, c'est que lorsque demain Israël va encore bombarder Gaza, on va sortir le fait, vous n'avez pas manifesté pour le Yémen ou pour la Syrie et vous manifestez pour Gaza. Donc déjà, il y a un deux poids deux mesures. Et pire encore, c'est que les gens en fait pensent qu'il faut pas manifester parce que c'est l'Arabie Saoudite qui bombarde. Or, hier je publiais un article, je crois que c'est du Washington Post, qui montrait que
après les révélations des Émirats qui courtisent Marine Le Pen pour financer sa campagne, on voit que l'Arabie Saoudite travaille avec Stephen Bannon, qui est la matière grise de Donald Trump. Donc l'islamophobie est déjà financée par certains gouvernements du Golfe. Donc on peut pas en fait dire on s'offusque contre l'islamophobie, mais que lorsqu'elle est portée par certains. Donc je suis désolé, lorsque le gouvernement saoudien bombarde des civils au Yémen, on doit parler. Et il n'y a aucune solidarité à avoir avec le régime saoudien lorsqu'un génocide a lieu sur place et qu'en plus, pour me répéter, ce sont les bombes d'assaut qui sont utilisées là-bas. Et c'est pour ça en fait que ces politiques, elles continuent, parce qu'en fait on va faire ça. L'information va sortir, Mediapart ou autre, ou sur Bastamag, des bombes françaises contribuent au génocide au Yémen ou ailleurs, ou en Syrie, mais personne en fait, ça passe à la trappe. Donc on voit bien que on a intériorisé en fait, un mort au Yémen ou en Syrie ou ailleurs ou en Irak. Ouais, de toute façon. On s'est habitué finalement. On s'habitue. On finit par s'habituer. Oui, banaliser exactement. Ouais. Je rappelle, pour être tout à fait complet, que sur l'Arabie Saoudite, il y a 10 pays qui font partie de la coalition, dont un pays du Maghreb. Bon, le Maroc en l'occurrence. On se retrouve dans un instant pour parler de l'islamophobie justement avec Youssef Brakni sur France Maghreb 2. À suivre aussi, on va répondre à la question du jour que l'on vous pose bien sûr. Allez voir les commentaires que vous avez déposés sur la page Facebook France Maghreb 2. Le j'aime ou j'aime pas et des coups de cœur. Ils sont nombreux. Forcément, ils sont 4. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui Sabrina Artiste, Yasser Louati, Youssef Brakni et Ossine Ras qui sont avec nous sur France Maghreb 2. Et après, les avis tranchés qu'on n'a pas totalement terminé après avoir évoqué finalement pas mal de sujets avec Yasser, Sabrina et Ossine, des sujets extrêmement différents. On va parler maintenant d'un sujet qui va certainement là aussi vous intéresser, d'islamophobie, mon cher ami Youssef, pour faire un peu d'histoire là pour le coup. Comme toujours. On y va ? Ouais. Allez, c'est parti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. L'islamophobie, l'historique, Youssef Brakni. Alors je voudrais aujourd'hui revenir sur l'origine de l'islamophobie européenne, un racisme anti-musulman qui ne date pas des attentats du 11 septembre 2001. La première affaire du voile en France date de 1989. Et dans les années 80, on accusait déjà les islamistes d'être derrière les grèves ouvrières dans la région parisienne. Sur le reste du continent européen, on a tous en mémoire le génocide de 8000 musulmans bosniaques en Bosnie-Herzégovine par des forces serbes en juillet 1995. Tous ces éléments témoignent d'une islamophobie bien antérieure aux attentats du 11 septembre 2001. Cette idée de certains pseudo-experts qui font députer l'islamophobie à ces attentats est malhonnête et laisse entendre que les actes anti-musulmans ne sont que des représailles à la mort d'innocents à New York. En réalité, cette haine contre les musulmans remonte à bien plus longtemps. Il s'agit de l'une des premières épurations ethniques de l'histoire européenne. Il faut remonter au XVIIe siècle, en 1609 exactement, à la décision de Philippe III, roi d'Espagne, d'expulser les musulmans d'Espagne. Ce sont près de 300 000 musulmans qui vont être expulsés vers le Maghreb. Cette expulsion fait suite à la chute de Grenade en 1492, qui a mis fin à 8 siècles de présence musulmane dans la péninsule ibérique. Tout le monde a en tête Al-Andalus, souvent un modèle mis en avant comme une période de tolérance entre les 3 religions monothéistes et surtout un foisonnement d'une culture sans précédent dans l'histoire européenne. Il faut noter que dès la chute de Grenade, les premières expulsions concernent les Juifs dans un premier temps, qui iront aussi s'installer au Maghreb, à Fès ou à Tlemcen. Avant d'en arriver à l'expulsion massive des musulmans d'Espagne, il avait été demandé aux musulmans de se convertir au catholicisme et d'abandonner leur langue, leur tradition. Mais la figure du musulman traître et inassimilable, entretenue par l'Église catholique, va conduire à la déportation des musulmans vers le Maghreb. Comme toujours, il est important de revenir à l'histoire, surtout quand on entend que la question de l'islam est nouvelle, que c'est une question qui n'existait pas il y a 20 ans, qu'il faut laisser du temps aux sociétés européennes d'intégrer les populations musulmanes. Dans la réalité, l'islam est une religion européenne, et cela depuis plusieurs siècles, que ce soit dans le Caucase, en Tchétchénie, au Daghestan, ou dans les Balkans. L'Algérie était divisée en plusieurs départements français. Durant 132 ans, la France a eu tout le loisir de se familiariser avec l'islam. Là encore, on nous dit que la religion musulmane est un phénomène nouveau en France. Comme toujours, apprenons de notre histoire pour déconstruire les discours d'aujourd'hui. Apprenons aussi de l'histoire des musulmans d'Europe à l'heure où une islamophobie européenne prend une dimension dramatique.
Souvenons-nous de la déclaration d'Éric Zemmour qui évoquait une déportation des 5 millions de musulmans que compte la France. Car il considère les musulmans de France comme inassimilables et pratiquant la taqiyya, ce qui consiste à cacher ses réelles intentions, pouvant même aller jusqu'à faire semblant de paraître non musulmans. Tout cela est à mettre dans une perspective historique pour rester vigilant et éviter que l'histoire ne soit un éternel recommencement. Youssef Brakni, merci beaucoup Youssef pour cet historique quelque part qui est très intéressant et qui devrait être d'ailleurs diffusé un peu plus souvent dans les rédactions. Hein, si tu pouvais faire un petit peu office d'aller un petit peu enseigner tout cela aux journalistes, ça serait pas mal. Ouais. Hein, pour tous ceux qui disent que n'est-ce l'islam pas, est nouveau. Sabrina? Oui, effectivement, très très belle chronique qui manque en fait, qui manque en termes de savoir. J'ai l'impression qu'il y a une vraie carence culturelle et historique, ne serait-ce que de notre patrimoine. Et du coup, ça ne nous permet pas en fait d'avoir la bonne répartie face à certaines attaques totalement illégitimes. Et donc, ce genre de petit clin d'œil historique, je vais appeler ça comme ça, j'aimerais bien en voir beaucoup plus souvent. Oui, c'est clair. Non, surtout que je pense qu'il y a très peu de gens qui savent qu'en fait l'islam est une religion européenne en fait. Les Tchétchènes sont européens. Quand on va en Tchétchénie, ils sont blonds aux yeux bleus en fait. Alors le mot n'existe pas, mais j'ai l'impression qu'on a maghrébinisé en fait l'islam, tu sais, en France. Et donc ça vient de là le souci. Tu vois ce que je veux dire? Après, ou ça pas vient aussi, je pense, des autorités, certaines élites islamophobes qui veulent en faire un problème maghrébin, arabo-musulman. Tu vois, c'est le livre de Abdel Lajat et de Mourad Mohamed qui explique bien la fabrique du problème musulman. Mais voilà, la France a une expertise, une des plus grandes expertises sur l'islam en réalité. C'est l'arabe qui cache la forêt. Voilà, pas mal. Elle a une très grande expertise en termes d'islam, et surtout sur la gestion du culte musulman. Et d'ailleurs, on le voit là avec la création de la fondation de l'islam. En fait, c'est faire renaître une vieille gestion coloniale qui avait été du coup faite en Algérie à l'époque de la colonisation. Donc il y a un vrai savoir-faire. Moi, je voulais remercier Youssef parce qu'il m'a mâché le travail pour le prochain Bibliothèque, puisque justement, puisqu'on s'en était même pas parlé, mais c'est un spécial Andalousie ce vendredi avec Abderrahim Bouzelmat, on en reparlera tout à l'heure. Mais merci pour toutes ces infos. Et ceux qui veulent en savoir plus, ils seront là vendredi, j'espère, à Sarcelles. Bien sûr, voilà. tu vas nous en parler dans quelques instants. Est-ce que vous pourriez y répondre aussi à cette question du jour que l'on pose aux auditeurs, donc Sabrina, Youssef, Yasser et Ossine, à savoir Il s'en sort plus avec les noms là, Christophe. Oui, c'est ça. On est trop nombreux. Vous qui allez voter à la présidentielle, allez-vous privilégier un vote de conviction ou un vote en fonction des sondages? Très honnêtement et en toute franchise. Je rêverais, et très honnêtement, voter par conviction. Là, quand tu dis je rêverais, ça veut dire que... Attends, parce que virgule. Mais... Il l'a pas entendu. Mais avril 2017 va me pousser à voter par défaut. Et je le fais vraiment avec beaucoup de peine. Voilà, par défaut. moi. Tout à fait. Mais pas par conviction. Absolument pas. Ouais. Youssef? Moi, comme tu le sais, je ne suis pas de nationalité française. Je suis non, nationalité je ne savais algérienne. pas, je te demande pas la carte d'identité ou le passeport ou le visa des chroniqueurs. Hein. Mais si tu avais la là, je vais y venir, mais je vais en profiter pour tacler le PS qui promet depuis 30 ans pour avoir l'électorat des quartiers populaires de donner le droit de vote aux étrangers, de me donner le droit de vote. Ouais. D'accord? Parce qu'on imagine l'image du vieux Chibani, mais non, même des jeunes de 30 ans comme moi n'ont pas le droit de vote, alors que je participe pleinement à la vie politique de ce pays. Mais voilà, donc maintenant, si j'avais pu voter, j'aurais voté blanc ou je me serais abstenu. Ossine? Par défaut ou par conviction ou par le biais des sondages par élimination. On se dit par exemple, si on est, alors pour faire simple, pour le cas concret qu'on a actuellement, Benoît Hamon apparaît comme un candidat intéressant, mais visiblement les sondages, il est tellement bas qu'on va peut-être plutôt voter Mélenchon pour faire passer la gauche. Moi, soit je vais voter par élimination, je vais le dire tout de suite. Comme on dit, pour le moins pire, mais celui qui a le plus de chance quand même. On aurait aimé peut-être un Asselineau, etc. Sans donner mon avis, j'ai vraiment d'amour pour personne. Je suis pas un pro aucun de ces partis politiques. Mais Blanc ou Mélenchon, pour moi, c'est je pense le truc le plus judicieux à faire pour éviter alors, les autres. Du coup, c'est un vote. Ce n'est pas un vote de conviction. Ah non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Yasser, on sait t'avais parlé dans ta chronique, ce que tu feras avec ton vote. Écoute, vote blanc. Exactement. Moi, c'est un vote de conviction. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Hein? Ça n'a pas changé.
Oh, c'est encore plus confirmé. D'accord. Non, je veux dire, Ouais. moi, la fabrique des candidats par la presse et des candidats qui n'ont pas de programme, que des punchlines comme tu dis, ou des impostures, comme disait le troisième de la gendarmerie qui a quitté Macron là. Tous ceux qui veulent garder leur poste se rallient à Macron. Ouais. Non, je veux dire, ça suffit avec la 5e République. On n'a pas eu de campagne présidentielle. Il n'y en a pas. On connaît pas le programme des uns et des autres. Déjà, traditionnellement, on le connaît pas. Macron n'a pas de programme. Ils ont que des postures, pas trop à gauche, un petit peu à droite. Non. Donc, le mode de fonctionnement tel qu'il est actuellement ne nous permet pas de maintenir sous contrôle ou bien de contredire ou de tenir pour responsable un candidat une fois qu'il passe à l'Élysée. Donc, moi, tant que j'ai pas un droit de regard sur ce qui va se passer après l'élection, je suis désolé, on fera plus le coup, le barrage républicain ou tous contre le FN. Non. Le système est gangréné, qu'on l'aide à mourir de sa belle mort et à bâtir une nouvelle république. Ça veut dire une nouvelle constitution qui passe au-delà du concept néocolonial de ce qu'était la 5e République et surtout une nouvelle organisation des pouvoirs publics qui prendrait en compte justement à quoi ressemble réellement la France et pas la France telle qu'elle est imaginée par les élites. Mélenchon propose la 6e République, ça te parle pas? Mais sa 6e République, elle est faite sur mesure. Il te dit, je vais faire une constituante, mais il te dit pas qu'une constituante, normalement, tu quittes le pouvoir, puisque tu fais table rase de tout. En gros, il fait une constituante, mais il reste au pouvoir. Donc, il y a un moment mais de toute façon, c'est vrai que l'idée, en tout cas, d'une 6e République, je pense qu'on va y arriver à un moment donné. C'est pas possible. On est pris par la gorge, là, et on le dit tous, et on s'essouffle, et tu vois, et on continue. Après, je pose la question comme ça. Moi, pareil, je suis pas une spécialiste de la politique et tout, mais ceci étant, je m'octroie ce droit de parole parce que je suis une citoyenne et que j'y contribue. Est-ce que finalement, le point de départ d'un renouveau, c'est pas justement les législatives qui arrivent en fait? Où il faudrait peut-être s'interroger sur qui on va voter. Est-ce que, tu vois, ce point de départ la prochaine campagne présidentielle à venir ne commence pas, voire la seconde prochaine, parce que je me dis qu'on en a pour au moins une décennie, est-ce qu'elle commence pas maintenant, là? Parce qu'on est toujours en train de se dire, faut se mobiliser, il faut aller voter, blanc ou pas, peu importe, mais il faut aller voter, il faut aller dans les urnes, dès qu'il s'agit de présidentielle. Ensuite, il y en a qui sensibilisent beaucoup localement concernant et je comprends concernant ce qui se passe dans leur ville. Mais je me demande en fait si c'est pas maintenant que ça se joue et si finalement il ne faut pas beaucoup plus médiatiser ce qui se passe, pareil, je mets des guillemets, localement, et les mettre en avant et les soutenir et voir, parce que je pense que là-dedans, déjà, il y a la possibilité de faire des émules, et puis il doit y avoir cette potentielle 6e République ou pas, mais en tout cas cette nouveauté dont on a besoin et qu'on attend tous. Qu'en pensent nos auditeurs? Eh bien, tiens, c'est intéressant de voir que finalement le jeu médiatique n'a pas forcément marché avec les auditeurs de France Maghreb 2. Riyad nous dit abstentionniste tout bonnement. Fazia nous dit campagne, aucune idée, campagne écœurante à mon avis, une grande frayeur nous attend, nous dit Fazia. Qu'est-ce qu'il y a? Ken Shiro qui nous dit j'ai jamais voté et je ne voterai jamais, je laisse les moutons voter. Les moutons qui croient que leur vote sert à quelque chose. Voilà, ça c'est on en est arrivé quand même au stade où les gens sont désenchantés de voter, tu vois. Ouais. Que je t'appelle Kenshiro. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Caroline qui nous dit les sondages conviction. Elle va voter par conviction. Les sondages, c'est de la manipulation. Ça ne représente en rien l'opinion des gens. Ça, c'est Caroline. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vote pas. Tous des corrompus. Qui vivra verra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, Mohamed qui nous dit désolé, je suis en vacances. Sinon, j'aurais voté contre Valls, tout en votant à gauche. Bon, Valls, il fait pas partie de la campagne. Hein. Il est vraiment en vacances, lui. Hein. Ouais. Il a pas voté Macron. On a trouvé quand même quelqu'un qui a trouvé son candidat. Karim qui nous dit François Asselineau, le seul candidat droit dans ses bottes. Vous partagez cet avis d'ailleurs ou pas? François Non, Asselineau. pas du tout. Porte-t-il des bottes? Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Ouais. Mais bon. Conseiller inspecteur des finances, sûrement. Voilà, en tout cas, pour quelques-uns de vos commentaires, vous continuez en tout cas à répondre à cette question du jour sur la page Facebook France Maghreb 2. On est très en retard, alors on y va, c'est parti pour le j'aime ou j'aime pas, messieurs, dames. Alors j'aime pas, ou je m'en fous bien sûr. Qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas? Ah, j'ai, tiens, des milliers de juifs et d'arabes qui ont manifesté à Jérusalem contre l'occupation sioniste. Ah ouais, c'est super. Ouais.
C'est quand ça? C'était ce week-end. L'intitulé, c'était les contre-occupations sionistes. Oui, bah, l'occupation, l'expansion des colonies, oui, c'est ça. Mais ça fait toujours plaisir d'entendre, voilà, deux univers se fédérer pour une cause. Surtout celle-ci. Oui, Yasser. En fait, c'est à combiner avec ce qui s'est passé la semaine dernière aux États-Unis. Les militants juifs qui avaient encerclé les bureaux de l'AIPAC, qui est en fait la plus grosse organisation sioniste pro-israélienne, qui vraiment a mis en coupe réglée les candidats par soit les campagnes de diabolisation, soit par les financements, et qui en gros, les juifs disent, de toute façon, ça confirmait déjà une tendance démographique. Les nouvelles générations, surtout ceux qui sont aujourd'hui à la fac, n'ont plus ce soutien coûte que coûte à Israël. Donc il y en a beaucoup qui se disent, mais attends, c'est un État barbare qui est en train de commettre des atrocités, et ça se fera pas en mon nom. Donc ça montre le fait que, je veux dire, quand j'avais fait ma chronique, être sioniste et c'est être antisémite, ce que j'avais retiré, parce que pour des raisons de temps d'antenne, c'est que le fait que Israël s'allie avec toutes les extrêmes droites occidentales, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, qu'elles soutiennent des types comme le j'oublie son nom, du FPO autrichien, qui était un nazi notoire, le fait que même les néo-nazis maintenant sont soutenus par les organisations pro-israéliennes, pour moi c'est un signe de désespoir, et que la cause justement israélienne devient de plus en plus marginale. Pourquoi? Parce qu'en fait on manque d'alliés, que Benjamin Netanyahou félicite Donald Trump qui arrive au pouvoir grâce aux suprémacistes blancs et à des néo-nazis notoires, montre que non, que la cause sioniste n'est pas gagnante, et qu'en ce moment ils sont en train de faire feu de tout bois, et que c'est justement en continuant ce travail d'éducation et de mobilisation que petit à petit l'opinion publique peut basculer. Je rappelle d'ailleurs ce que disait comment s'appelle Lelouch, c'est Pierre Lelouch le politicien. Pierre Lelouch, ouais. Ouais, c'est Pierre Lelouch qui disait il y a 5-6 ans, le problème c'est que à un moment ou à un autre il faudra prendre en compte le vote des musulmans qui n'ira pas dans l'autre sens, puisque démographiquement parlant, comme disait aussi un ami, la démocratie c'est la démographie, et le fait que l'islamophobie est financée et soutenue par des organisations pro-israéliennes et sionistes, c'est justement pour fédérer un maximum de forces contre contre les Palestiniens et l'émergence d'un État palestinien qui était elle-même théorisée par un certain Hilal Weiss. Et malheureusement, et je le souligne pour la deuxième fois, c'est qu'on tend à réduire la question palestinienne à une question humanitaire alors qu'elle est éminemment politique, et malheureusement bien des militants qui viennent de notre camp contre l'islamophobie et des quartiers populaires, justement ont gardé, ou plutôt ont intériorisé l'idée qu'il faut séparer nos luttes ici en France de ce qui se passe en Palestine. On m'a même demandé personnellement, Yasser, tu parles que d'islamophobie et pas de la Palestine. Donc non, n'ayez pas peur de parler de la Palestine, et si maintenant des personnes de confession juive manifestent contre l'occupation israélienne sur les territoires israéliens, ou plutôt les territoires palestiniens conquis, ça montre bien que le vent est en train de tourner. Il faut juste rester mobilisé et optimiste. Par contre, si on peut faire plus vite, parce que sinon on va aller très... on a pas dit à 19h là dans ces cas-là. Excuse-moi, je suis silencieux pendant au moins 1 heure. Oui, c'est vrai. Non mais d'accord. Mais je précise parce que si ça donne des envies à Houssine ou Youssef de faire la même chose que toi, on est là jusqu'à 19h. Mais je les ai laissés faire pendant 1 heure. Justement, j'avais quelque chose à dire. Alors, tiens, on enchaîne. Macron aurait rencontré un espion chinois selon la DGSI. Et François Fillon aussi d'ailleurs. C'est une blague ou quoi? Non, c'est pas du jardin Macron en fait. On aime, on n'aime pas, on s'en fout. On s'en fout. Vrai, ouais, franchement. On s'en fout, d'accord, LDR quoi, lol. Limogeage en douceur, du sélectionneur tunisien Yasser. Le franco-polonais, Henri Kasperzak. Mais ça fait des années qu'il a lui. Bah ouais, mais là, ça, ils l'ont gentiment, ils ont négocié un départ, voilà. On s'en fout, on aime, on n'aime pas, d'accord, très bien. Arène, alors Arène, c'est une histoire marrante. On n'ose plus parler maintenant, t'as vu? Non mais ça va. Encore des coups de cœur. Tranquille. Arène, 2 enfants de 3 ans prennent le métro après avoir échappé à la surveillance du centre où il était de loisirs. Ah ouais. 3 ans. 3 ans. Ils ont pris le métro, tranquille. Ils sont précoces. Tu verras ceux-là dans 20 ans ce qu'ils sont. Ouais, bon. Sciences Po, à Rennes, vous avez suivi cette affaire. Super. Des étudiants se sont opposés à la visite de l'ambassadrice israélienne. Non mais en fait c'est très bien, j'aime, parce que j'allais rebondir en fait sur ce que disait Yasser, j'allais dire mais même ici, est-ce que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé? Donc moi j'aime, voilà. On aime tous là pour le coup. Super. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le j'aime ou j'aime pas? Tiens, Christine Taza là, vous la connaissez là, cette militante d'extrême
l'extrême droite qui avait dit que l'islam... Elle n'a pas été internée, non? Non, l'islam assassin, elle a été condamnée pour provocation à la haine. 1500 € d'amende. D'accord, j'aimerais bien qu'on condamne aussi Estrosi, et Ciotti, et Fillon, etc. Donc, vous avez vu qu'il a un nouveau copain, Estrosi? Macron? Ah oui, Macron, il l'a vu samedi, ils se sont vus les gars. Ils se sont vus manger sur la croisette. Une rencontre républicaine. Ils ont pas dit qu'ils allaient se rallier, mais républicaine. Mais du coup, Fillon, il a vanné Estrosi, quoi. Et il s'est fait huer, Estrosi, en plus. En plus, il s'est fait huer la veille au meeting de Fillon, effectivement, parce qu'il est considéré comme un traître. Oui, c'est ça. Voilà. Ah non, mais on s'amuse bien dans cette campagne, finalement. Bon, dans un instant, messieurs, dames, les coups de cœur. Et si on a le temps, je dis bien si on a le temps, Libertad sur France Maghreb 2, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est parti pour, bien entendu, les coups de cœur des chroniqueurs. Et c'est parti avec le jingle, donc maintenant, hop. France Maghreb 2. Le coup de cœur. On est en retard. Allez, coup de cœur de Youssef Brakni pour commencer. Alors, mon coup de cœur, c'est les petits plats palestiniens de Rania. Donc, Rania qui est une militante palestinienne, qui est palestinienne. C'est à noter. C'est surtout ça qui fait toute son originalité. Et qui, du coup, a décidé, de passer par le patrimoine millénaire palestinien, à savoir le patrimoine culinaire palestinien, pour réduire qui est menacé. Et ce, d'autant plus qu'il y a, vous savez, il y a un pillage de la société israélienne, de tout le patrimoine culinaire palestinien. Donc les falafels, et que c'est le hummus, etc. Maintenant, ils disent que c'est eux qui l'ont inventé, que c'est à eux, etc. Ah ouais? Donc, j'ai toujours cru en plus, hein. Quoi? Le falafel. Que c'était israélien? Ouais. Ah bah franchement, tu t'es pris une arnaque. Je t'ai pris une opération du colon. Ouais. Non, en fait le colon quand il s'installe quelque part, qu'il colonise un territoire, il cherche toujours à s'approprier la culture de l'autre et à l'évincer et à le traiter d'imposteur. En fait, il retourne toujours. Libanais, non, c'est palestinien, libanais, mais c'est pareil, ottoman, etc. Après, il y a des spécificités régionales, quoi. Donc du coup là, c'est vraiment palestinien et voilà. Donc je vais la laisser en parler en détail. Bonsoir Rania. Bonsoir. Grâce à vous, on apprend que les falafels donc est palestinien. Mais oui, tout à fait. Et Youssef l'a très bien souligné. C'est totalement ça. Quand on colonise un pays, on colonise tout. On colonise pas uniquement ses terres. On colonise sa culture. On colonise. On essaye de faire oublier son histoire. Enfin, voilà. C'est un peu tout ça. Et merci Youssef d'avoir souligné donc ce point-là. Alors comment ça se passe exactement? Qu'est-ce que vous proposez d'essayer de rétablir une certaine vérité au travers de l'art culinaire? En fait, je propose plusieurs choses. Oui, bien sûr. D'une part, rétablir un petit peu la vérité, rendre à César ce qui appartient à César, en fait. Hein. Et aussi partager un maximum donc la culture palestinienne qui est assez peu visibilisée en France et dans le monde francophone en général. Il faut savoir que il y a quelque temps, lorsque j'ai voulu faire des recettes quelconques de chez nous, que je tapais dans Google, je trouvais absolument rien dans tout ce qui était site francophone. Et ça m'a vraiment alertée, je comprenais pas. Alors que si vous allez dans le monde, dans les pays anglo-saxons, là, effectivement, la cuisine palestinienne est beaucoup plus mise en valeur. Il y a déjà des chefs palestiniens qui sont aussi bien en Angleterre, aux États-Unis, ou même en Australie, qui sont suivis énormément sur les réseaux et qui sont régulièrement sollicités. Alors que dans le monde francophone, c'est totalement occulté. Et donc si je dois rétablir un petit peu, vous expliquer, contextualiser un petit peu comment l'idée est arrivée, c'est tout simplement, je faisais à manger à la maison, je publiais des photos de ce que je cuisinais sur mon compte personnel Facebook, et puis de là, vu l'engouement que je recevais, j'ai décidé de créer une page. Et donc je postais des recettes, mais pas seulement. Je ne publie jamais des recettes seules ou bien des photos seules. Je contextualise toujours en racontant mes anecdotes, mon enfance passée auprès de ma famille, de ma grand-mère qui m'a appris à cuisiner, de mes tantes, des femmes de ma vie en fait, qui m'ont appris à cuisiner. Et
Et donc voilà, je remets à chaque fois chaque plat dans une histoire. Rania, la page Facebook, parce que là je suis sûr qu'il y en a plein qui sont intéressés, qui vont directement les liker pour notamment apprendre à cuisiner, à manger palestinien, mais aussi avoir un petit historique sur la recette en question pour pouvoir flamber quand on va recevoir les amis le week-end prochain. Tiens, je te fais une bonne recette palestinienne, c'est quoi? Je te contextualise un peu les choses. La page Facebook, c'est quoi, Rania? Alors, bon, la page, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? C'est l'adresse de ma page Facebook? Oui, madame. Tout à fait. En général. Bah non, ta page Facebook à toi pour qu'on puisse aller voir un petit peu tes recettes, etc. C'est les petits plats palestiniens de Rania. Les petits plats palestiniens de Rania. D'accord. Et les recettes, vous les trouvez sur mon blog. Oui. Donc je les mets à part. Donc c'est les petits plats palestiniens.wordpress.com. Très bien. Eh bien, tout le monde a bien noté. Et Rania, tu fais traiteur aussi. Oui, tout à fait. Je fais traiteur, donc je fais ça pour des événements. Ça peut être les mariages, pour des buffets. D'ailleurs, j'ai un énorme buffet pour quelqu'un qui va passer sa thèse demain. Ouais. Donc voilà. Donc partager un maximum les recettes. Il faut absolument que la cuisine palestinienne se développe ici, qu'elle soit connue du plus grand monde. Le Facebook, Rania, c'est important. Le Facebook, c'est donc les. Rappelle-nous. Les petits plats palestiniens de Rania. Donc et le blog. Alors, donc il n'y a pas de E, P-T-I-T-S. D'accord. Les petits plats palestiniens de Rania sur Facebook. Pareil, vous me trouvez aussi sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat. Un peu partout, là, franchement, j'ai monopolisé tous les réseaux. Sabrina, là, sur Facebook. Oui, c'est vrai. Et sur Snap aussi. Sur Snap, c'est quoi Snap? Plat palestinien. Plat palestinien, voilà. Allez, tous sur Snap, plat palestinien. Facebook, Twitter, c'est quoi Twitter? Pareil, plat palestinien. Plat palestinien, on y va. Hop, comme ça, on est tous là, on a tous nos réseaux sociaux. On va manger direct, là, en rentrant. On va manger. Super. Merci beaucoup, Rania, et bon courage. Bravo pour ce que tu fais. Merci à vous de m'avoir donné une petite tribune ici. À bientôt. Merci beaucoup, Rania. Allez, on enchaîne avec un autre coup de cœur. Tiens, on va parler de Ruquier avec Yasser. Exactement, c'est un coup de cœur sur la farce qui est devenue l'émission On n'est pas couché. Donc déjà, c'était un buzz hebdomadaire en invitant les pires chroniqueurs qu'on puisse avoir du PAF, en ayant en plus cette espèce de tradition pour avoir des clashs sur le dos des citoyens de confession musulmane pour que ça buzz à tout va sur les réseaux sociaux. Et là maintenant, avec ce qui s'est passé avec Poutou, qui n'est pas un candidat que je soutiens, voilà, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec lui, beaucoup d'autres non. Le problème, c'est que le mépris avec lequel il a été accueilli et le fait qu'on lui ait octroyé 16 minutes de temps de parole alors que Philippot a eu le droit à près d'1 heure, qu'en plus on l'a pas laissé finir son propos et qu'en plus on l'a pris de haut les 2 fois où il est venu, montre bien que c'est une république de privilèges parce qu'on est sur le service public. On est censé donner leur chance à tous les candidats, peu importe de quel parti politique ils viennent. Donc là, sincèrement, je dis merci à Laurent Ruquier qui a véritablement révélé la nature caricaturale du soi-disant débat politique en France et le fait que ce sont les médias qui fabriquent des candidats et comme beaucoup de médias sont sous perfusion à base de subventions et de soutien direct de l'État, on voit bien que ce n'est qu'une république de privilèges. Et on peut faire la même chose d'ailleurs pour Jean Lassalle qui a été assez mal accueilli. Et t'as vu l'heure des diffusions, je crois que c'était 2h ou 3h du matin. Mais faut pas se manquer. Personne ne regarde à cette heure-ci. Faut voir. Non mais regarde comment est-ce que l'interview a été menée avec Poutou et comment est-ce que Le Pen a été interviewé. Non, Philippot, pardon. Il y a un moment, faut être sérieux. On peut pas dire Le Pen monte alors qu'on a fabriqué le phénomène Le Pen. Austin, Pébiotès. Oui. C'est pour vendredi. Ouais, c'est pour vendredi et justement je voulais parler de Abderrahim Bouzelmat. D'ailleurs là c'était un coup de gueule, c'était pas un coup de cœur plutôt, je crois. Ah bon? C'est un coup de cœur pour dire merci d'avoir révélé la supercherie. Ah ok, impeccable, très bien. Alors mon coup de cœur c'est Abderrahim Bouzelmat, c'est pour ça qu'on l'invite d'ailleurs ce vendredi à Sarcelles. Alors il est enseignant de lettres modernes à Marseille, je vais essayer d'être rapide. Il est aussi conférencier et écrivain de plusieurs ouvrages. Il met en avant la société andalouse et la symbiose qu'il y a eu à l'époque entre les différentes cultures et il met aussi en avant cette pluralité qui fut une force et qui a donné naissance à une brillante civilisation. Comme on parlait Youssef tout à l'heure de El Andalous, n'est-ce pas? Voilà. Donc Al-Andalous. Et même nous, chez nous en Algérie, on a une très belle culture andalouse, même dans d'autres pays, au Maroc d'ailleurs, et qui va de Oran jusqu'à Constantine. Alors justement, question, est-ce que justement l'Andalousie a pas? C'est que le Maroc et l'Algérie. Non. Bien sûr,
suis pas d'accord. Donc la Tunisie aussi. Donc voilà. Le chachia rouge, d'où il vient. Ah ben voilà. Je crois que c'était ok. Et ben dans ces juste pour vous dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'hésitais. À voir, je vérifie. Je crois aussi. C'est les Andalous qui l'ont ramené, le chachia rouge. D'accord, ok. Je pense que c'est l'Empire. Youssef, tu vérifies ça pour l'année prochaine. À mon avis, je suis d'accord avec Youssef. On verra. D'accord. Abderrahim Bouzelmat, on le reçoit ce vendredi 7 avril à 18h. C'est ouvert à tous. Et c'est ouvert à tous, bien sûr. C'est où, quand, comment? C'est à Sarcelles. L'adresse sur la page Bibliothèse, et je vous invite aussi à aller sur le site sur la page Facebook d'Abderrahim Bouzelmat pour en savoir plus sur cette histoire magnifique, car elle fait partie aussi de notre histoire, et c'est le but de Bibliothèse de mettre notre mémoire, un partage de mémoire, et d'apprendre aux plus jeunes que nous aussi on a eu des richesses et qu'on a créé des choses qui ont apporté beaucoup au monde. On a un très très beau patrimoine et qu'on a cette possibilité en nous en fait de continuer à mettre en lumière. Faut leur agrandir le champ des possibles et faut leur donner la force de créer. Bibliothèse, on n'oublie pas sur Facebook. On va terminer en musique avec Sabrina aujourd'hui. Alors Sabrina. Je vais faire très court. Donc il s'agit d'une artiste qui s'appelle Chérine Abla. Donc sa page Facebook c'est Chérine CHERYNE Abla, ABLA. Et donc voilà, la chanson s'appelle Oiseau maudit. Je suis totalement bluffée par la chanson, le texte, et je vous invite à voir le magnifique clip de cette chanson. Voilà, 18h02, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. On rappelle donc le nom de l'artiste Sabrina que tu nous as fait découvrir. Bien sûr, Chérine Abla, vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook. Donc Chérine, CHERYNE, Abla, ABLA, officiel. Voilà, eh bien merci beaucoup à tous les 4, puisque vous étiez 4. Demain, je dois vous dire que je suis honoré d'accueillir parmi la team du LGF une toute nouvelle, elle s'appelle Elsa Ray, que vous connaissez forcément. Ah oui. Vous l'avez vu à la télé, etc. Ancienne porte-parole du CCIF. Ancienne porte-parole du CCIF. Comme Yassar Louati. Comme Yassar Louati. Je récupère tous les anciens porte-parole. Tu refais l'équipe du CCIF. C'est ça. Nadia aussi. Nadia Lazouni. Je n'ai rien à voir avec eux. Ancien ex-CCIF aussi. Exactement. Je plaisante, c'était une blague encore. Donc allez-y, s'il y en a d'autres qui veulent déserter le CCIF, qui viennent dans le grand forum, pas de problème. Soyez les bienvenus. Quoi qu'il en soit, trêve de plaisanterie. Demain, donc Elsa Ray qui sera avec nous, Nadia Lazouni, et puis Anan Zawani. Donc une équipe de choc de 3 filles demain. Quelle chance j'ai demain d'être entouré de filles. Et puis mercredi à Dijon, bien sûr. Elles vont me faire la misère, tu crois? Bah oui, parce que t'es trop sexiste dans tes propos. Pas du tout. Arrête, toujours tu fais des remarques sur le fait que Sabrina elle se perd, pas de son orientation. Exact, fais gaffe, Christophe. Moi j'ai dit quoi, moi? Tout à l'heure t'as dit à Ségard, ou à Segard, t'avais dit ça. Ah, espèce de mytho, c'est lui. Oh, le mytho. Christophe, juste une petite seconde, parce que jeudi soir, il y a 19h30 à République, il y a un rassemblement de toutes les familles qui ont subi des victimes de violences policières, avec la famille de Liu Chaillot et la famille Traoré, etc., famille Dieng et tout le monde, bien sûr. Très bien. Voilà, jeudi soir, 19h30. À République, exactement. Bon, bah, n'hésitez pas à me le rappeler, les gars, d'accord? Comme ça, on le annoncera tout au long de la semaine, ça va être un peu notre fil rouge. Merci, monsieur Louati. Et rendez-vous lundi prochain, comme tous les lundis. Comme toujours. D'accord. En fait, j'ai même pas besoin d'attendre. Parce que pour expliquer un petit peu aux auditeurs, je demande un petit peu à qui peut venir, qui peut pas venir. Et Yassar répond même plus, lui. Comme ça, il vient. Il sait que le lundi, c'est lui. Il est venu tout seul aujourd'hui. Voilà, tout seul. Pour ça, moi, j'ai l'impression. Il m'a dit, je pars en Turquie vendredi. Donc, je me suis dit, lundi, il sera pas là. Et ben, non, si, il est arrivé. Il est sorti d'avion, il est venu. Merci beaucoup, Yasser. Sabrina, à très vite, ma chère. Très, très vite. Merci à mes petits bouts qui ont été très sages aujourd'hui, que j'ai ramenés. Bah oui, c'est les vacances, du coup, on va avoir les enfants. Ouais. Merci à mes petits bouts d'amour pour leur patience. Bon. Et merci à tout le monde. À bientôt. Monsieur Barakni, repose-toi bien pendant ces vacances. Ouais. Bah, j'ai déjà commencé. Ouais. Il y a du boulot, hein. Mais militant, toujours. Ouais, bien sûr. Rosine, bon courage pour Bibliothèse vendredi. Merci. À Sarcelles, on n'oublie pas sur la page Facebook Bibliothèse. Ça marche, les gars. Merci beaucoup. Merci à tous. Dans un instant, Amar pour l'éphéméride. Pour l'heure, le rappel de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir. Bonjour à tous. Explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg en Russie. Le président russe Vladimir Poutine confirme qu'il y a des victimes, des morts et des blessés. Les médias russes parlent de 10 morts et d'une 50aine de blessés. Une ou plusieurs explosions ont eu lieu. Pas d'informations pour l'instant sur l'origine des déflagrations. Ce qui est sûr, c'est que toutes les stations du métro de Saint-Pétersbourg ont été fermées. Au lendemain de l'échec des négociations, la Guyane est plus que jamais paralysée par la grève générale. Les grévistes ont rejeté hier les propositions du gouvernement, insuffisantes selon eux. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a convoqué 9 ministres cet après-midi à Matignon pour tenter de trouver une sortie de crise. Les portiques de sécurité seront opérationnels dès demain, gare Montparnasse. Objectif pour la SNCF, faire baisser la fraude qui plombe les comptes de la société et apaiser les tensions entre fraudeurs et contrôleurs. À terme, ce dispositif devrait être étendu à 13 gares sur tout le territoire.
Politique et les déclarations d'Emmanuel Macron au journal Le Monde. Je ne compte pas être un président normal. Ma méthode sera radicalement différente de celle de François Hollande. C'est ce qu'affirme le candidat Emmanuel Macron qui veut se démarquer du chef de l'État, lui que la droite accuse d'être l'héritier de François Hollande. C'est un record depuis 2009. Le taux de chômage dans la zone euro a reculé de 0,1 point en février pour atteindre 9,5%. Si l'Allemagne affiche le taux de chômage le plus bas, en revanche, l'Espagne et la Grèce ferment la marche avec plus de 18% de chômeurs. Les résultats des contrôles sanitaires effectués par les services de l'État dans les restaurants, les abattoirs, les supermarchés ou les cantines sont désormais accessibles à tous sur Internet. Un mot de sport, football ce soir avec le match de clôture de la Ligue 2, la 31e journée. Ça sera entre Strasbourg et Sochaux. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb